aujourd'hui, on a déjà généré à peu près 500 000 commandes sur Mieux que des fleurs. Ok. Ça représente 4 millions par an. Tu as un bon produit, les gens y reviennent. Tu as un bon produit, les gens les achètent. Tu n'as pas un bon produit, les gens y reviennent pas. Donc on a une personne qui est dédiée vraiment à la recherche de ces nouveautés produits en permanence. Ok. On essaie d'en rajouter entre 2 et 5 par semaine. Et après, on a une personne qui est aussi dédiée à concevoir des produits en interne. Et une des erreurs, c'est croire que ce que tu as fait, ça va marcher. C'est croire que ce que tu as fait ailleurs va marcher aussi bien. Taux de conversion qui oscille entre 3 et 5%. Donc 3% sur des périodes creuses, ça fait le double de trafic en SEO VS il y a un an. Quand tu commences à piloter une boîte, si t'as pas de dashboard, t'es dans la merde. Quoi. Ouais. Même qu'on était plus dans un marché de ciblage, mais qu'on était dans un marché de créa. Faisons vite et bien plutôt que de faire lentement et très bien. Bonjour à tous et bienvenue dans D2C, le podcast des experts du e-commerce. Pour les personnes qui nous rejoignent, on espère que le contenu vous plaira. Ici, on reçoit principalement des personnes de l'écosystème du e-commerce et on les interviewe sur des sujets qui les concernent. Pour nous aider à continuer à développer ce podcast, c'est ultra important de savoir si ce qu'on fait vous plaît. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like. Et si vous écoutez sur des plateformes audio, 5 étoiles, ça nous aide et c'est toujours très apprécié. Voilà, aujourd'hui j'ai l'énorme et l'immense plaisir d'être avec Joseph qui est le cofondateur de Mieux que des fleurs. Joseph, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, très bien, ravi d'être avec toi. Moi aussi. Bienvenue dans ce podcast. Joseph, tu es, comme je le disais, le fondateur de Mieux que des fleurs. Cofondateur. Ouais. Je suis associé avec ma femme, Oriane. Ouais. Qui est un peu plus dans l'ombre, mais qui bosse beaucoup plus que moi. Magnifique. Donc, Joseph, tu es, pour faire un petit peu ton parcours, tu es diplômé en 2009, si je ne dis pas de bêtises, à l'université. Tu as commencé ta carrière en social media, notamment dans le gaming, où tu as fait quelques temps chez Gameloft et Atari. J'ai fait ton profil LinkedIn. Ouais, j'avoue, dommage. Tu as ensuite, toujours dans le média, continué avec ton propre blog qui s'appelle Widezine. Je ne sais pas si tu l'as encore. Wow. Je suis allé chercher loin. T'es allé chercher loin, en effet. Et puis, tu as vite basculé dans l'entrepreneuriat, puisqu'en 2013, tu as lancé Big Kids. Et en 2015, Mieux que des fleurs, qui à la base, et tu nous en diras peut-être un peu plus, c'était un side project, si je ne m'abuse. Depuis, ça a beaucoup accéléré. Vous avez plusieurs étapes, on va revenir dessus évidemment, mais il y a eu des produits iconiques qui vous ont permis d'être connus, comme le ballon cœur notamment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vous ai connus. Il y a eu plusieurs pivots, ou en tout cas plusieurs réajustements au fur et à mesure de votre histoire. Il y a eu un rachat qui a été fait il y a quelques années. Et aujourd'hui, tu fais un peu plus de 4 millions au global sur le groupe. Voilà, donc il y a plein de sujets que j'aimerais aborder dans cet épisode. On va parler de croissance, on va parler de structuration, d'acquisition. Très intéressant d'avoir aussi ce retour d'expérience sur l'intégration notamment d'une autre entité. On va parler de saisonnalité, d'entrepreneuriat, bref, tout un tas de sujets passionnants. Mais ce que je te propose pour démarrer, c'est peut-être de te laisser te présenter. Avec plaisir. Tu l'as dit, je viens de la com à la base. Je viens du web et de la com. J'aime bien ces deux univers-là. Donc j'ai fait une licence en communication à la fac. Ça m'a pas servi à grand-chose à part à avoir un stage et à apprendre à avoir de la culture G sur l'univers de l'art, de la communication, etc. Mais j'ai fait 3 CDI avant de lancer ma boîte. Je savais que j'avais envie de faire ça. Je voulais lancer mes propres projets. J'ai toujours lancé mes propres projets, toujours été entrepreneur, que ce soit dans la boîte ou en dehors dans les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, ou pour mes propres projets. Et en 2012, on m'a proposé un dernier projet, c'était Atari, tu disais. Et c'était une boîte qui était en faillite un peu, qui était en dernier espoir de la faire renaître. Et j'ai fait partie de ce plan de recrutement pour essayer de redorer la marque. Pour ceux qui ne connaissent pas Atari, pour ceux qui ont moins de 35 ans, Atari, c'est le créateur des jeux vidéo, 1970, donc premier jeu vidéo, Pong. Et depuis, c'est un peu tombé. On a essayé un revival en 2011-2012 sur le mobile. Donc je venais du mobile je venais de passer 1 an chez Gameloft, le leader du jeu mobile à l'époque. Et en fait, on m'a proposé cette opportunité et je l'ai prise. Donc, directeur de la com d'Atari Europe à 22-23 ans. Donc, je l'ai prise en me disant si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je monte ma boîte. Et ça n'a pas marché. Moi, j'aime bien dire que Steve Jobs a fait 6 mois chez Atari. Moi, j'ai fait 8 mois chez Atari. Donc, voilà, c'est comme ça que c'est terminé mon aventure de salarié. Et c'est là que j'ai lancé ma boîte. Je savais que j'avais envie de lancer une boîte. Je ne savais pas dans quoi. À l'époque, tu disais, j'avais un média. Un gros blog
Et C'était sur quoi le blog c'était sur l'art, le design, l'art graphique, l'architecture, toute l'approche un peu design et graphique qu'on peut avoir. Et je monte ma boîte sans trop savoir ce que j'ai envie de faire. Et donc pendant 2-3 ans, j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire des réseaux sociaux, du community management pour des marques, beaucoup de campagnes d'influence. Donc on mettait en relation des marques et des influenceurs, on créait des contenus pour les influenceurs, par les influenceurs pour les marques. On a bossé avec Orange, avec Engie, avec Kia, avec Eurostar. On a eu des très beaux clients, beaucoup en marque blanche, donc beaucoup pour d'autres agences. Souvent, on était présenté par le client, donc le client nous connaissait, savait qu'on était indépendant, mais souvent, on passait par des plus grosses agences que nous qui nous ramenaient les clients. Et en 2015, on avait 20% de notre temps dédié à la création de Side Project. Donc en 2015, on lance Mieux que des fleurs en Side Project. L'idée, c'est faire rire nos potes, créer un peu d'attention autour de la marque, essayer de driver un peu autour de l'agence, driver un peu de paperasse, montrer aux marques qu'on sait faire générer des retombées dans la presse. Et ça cartonne très vite. Et après, ça cartonne très vite, mais ça aussi retombe très vite. Et donc pendant 2 ans, c'est un side project qui fait moins de 100 000 euros à l'année, moins de 60 000 euros par an, je pense, jusqu'à un moment où on se dit, on s'y met full time. Je me suis un peu présenté trop large, mais ça te donne un ordre d'idée de où est-ce qu'on est. Non, mais c'est très cool. On va y venir justement, ça m'intéresse moi de savoir quand est-ce que tu te dis, ok... déjà, je savais pas que tu avais un business d'agence avant de monter un e-com. En fait, Big Kids, donc la boîte s'appelle Big Kids, c'est clairement une agence. Et on a fait un premier pivot en 2016 en se disant on arrête le business d'agence et ensuite vers le business e-commerce. Et on applique nos compétences agence sur notre propre structure. Ouais, déjà. Et après, il y a aussi un côté apprentissage. Je connaissais rien au e-commerce et je me suis dit waouh, tous les jours j'apprends quelque chose de nouveau. Moi je suis quelqu'un qui aime bien apprendre, donc tous les jours j'apprends quelque chose de nouveau. Je peux que progresser. Je suis nul et je fais déjà pas trop mal, donc si je progresse, combien ça peut aller loin quoi. Ouais. Cette réflexion là qu'on a eue. Aujourd'hui, Mieux que des fleurs, ça représente. Est-ce que tu peux nous présenter déjà Mieux que des fleurs aujourd'hui dans les grandes lignes? Oui, bien sûr. Mieux que des fleurs, c'est un concept store de cadeaux personnalisés et de box cadeaux. Donc tu disais, on s'est fait connaître avec un produit iconique qui est la box ballon. Donc quand tu reçois un colis, tu l'ouvres et il y a un ballon en forme de cœur qui s'envole à l'hélium. On en a vendu beaucoup entre 2015 et encore aujourd'hui. Et depuis, on s'est diversifié. Alors, il y a plusieurs étapes qu'on va raconter, mais on s'est diversifié au fur et à mesure. Dans la box, donc on a des box cadeaux, des box où tu choisis ton motif, tu écris un prénom et tu rajoutes dedans des cadeaux. Dans les cadeaux personnalisés, on a des bières personnalisées, du vin personnalisé, des puzzles, etc., des boules à neige. Et après, dans le cadeau plus globalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux venir chez nous comme dans n'importe quel concept store que tu rentres, comme quand tu vas chez Nature et Découverte, tu as une idée, tu n'as pas d'idée justement d'idée cadeau. On va essayer de trouver le meilleur cadeau pour la bonne personne. Nous, on aime bien dire qu'on est un peu des traducteurs d'émotions, le témoin de ce moment complice que tu vas avoir avec la personne parce qu'elle ne va pas bien, tu veux lui remonter le moral, parce que tu veux lui dire je t'aime pour la Saint-Valentin, parce que tu veux fêter la fête des mères, etc. On est sur ce positionnement-là. C'est joliment dit. Merci. Ok, et pour constituer, c'est quoi quelques chiffres clés si tu peux partager? Donc on s'est lancé en 2015, on s'est professionnalisé en 2017. Ouais. Et aujourd'hui, on a déjà généré à peu près 500 000 commandes sur Mieux que des fleurs. Okay. Ça représente 4 millions par an, un peu plus, un peu moins que 4 millions par an. On a 700 idées cadeaux. On a une équipe de 9 personnes qui est dédiée à Mieux que des fleurs. Et maintenant, tu l'as dit tout à l'heure, on a racheté Petit Cube, mais donc on a ces 2 e-shops-là. Et 80% du temps aujourd'hui est passé sur Mieux que des fleurs, 80% du revenu est généré de Mieux que des fleurs. Voilà, globalement, on a approx 70 000 commandes par an, 100 000 commandes par an, okay. Entre 70 et 100 000 commandes par an. On a très peu de B2B, donc on a un business très focalisé B2C. On cherche à dynamiser le B2B, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre corps, 95% de nos revenus viennent du B2C. France uniquement ou vous avez Beaucoup France. On est un peu vendu à l'international, okay. On ship à l'international, mais on fait pas de marketing, on n'a pas de trad, très peu sur l'inter. Tu as dû avoir une commande, je pense que ça devait être en 2017 ou 2018 à Dublin. C'était moi qui a acheté justement un ballon à la place de... Mais j'aime bien ces histoires-là parce que souvent, alors en final, 500 000, donc on a 500 000 commandes depuis le début, ce qui est rien du tout comparé à la France. Alors, tu vois, il y a 70 millions de Français.
Et ça me fait souvent rire parce que souvent je croise quelqu'un qui me dit ah j'ai commandé chez toi, ah je suis trop fan. La dernière fois sur un salon je croise une fille qui me dit ah je suis trop fan et tout. Je me suis dit et elle me dit tu regarderas mes commandes et tout. Et je me suis dit c'est sûr elle a jamais commandé. Et je regarde son nom et elle avait passé 9 commandes ou 10 commandes chez nous. Et je suis là ah ouais ok c'est trop stylé. À un mariage enfin bref c'est trop stylé quand tu rencontres des gens dans la vraie vie et qui te disent ah je savais pas que c'était niçois ou je savais pas que c'était français ou je savais pas que c'était une petite boîte familiale. Les gens pensent aussi on a un site propre clean et tout, c'est vrai que les gens souvent pensent que qu'on a un gros groupe et tout. Non, on est une petite boîte familiale, on est 9, je travaille avec ma femme, je travaille avec mes parents, donc c'est très drôle ces histoires là. Comment ça t'est venu, si on revient un peu sur la jeunesse, comment ça t'est venu justement cette idée du ballon cœur, ou même plus largement toute l'histoire de tu passes de c'est un side project, on teste des trucs à ok je suis full time, c'est quoi un peu les premières années? Ouais. L'histoire initiale vient parce que donc le lien avec les ballons il est simple. Oriane à l'époque ma copine qui est aujourd'hui ma femme, à l'époque elle habitait à Nice, moi j'habitais à Paris. Donc pendant 1 an plus ou moins on a fait des allers-retours à se croiser dans les gares et je venais avec un bouquet de fleurs et puis à un moment je me suis dit que je pouvais faire mieux et je suis venu avec 2 énormes ballons à l'hélium. Ça a fait rire toute la gare, ça a fait rire les gens du quai et puis ça l'a fait rire elle quand elle est descendue. La fois d'après où moi je suis venu à Nice elle a fait la même chose et c'est devenu une sorte de private joke entre nous où à chaque fois que l'un se croisait ça à la gare venait avec des ballons. Et puis à un moment on habitait dans la même ville et il y avait plus cette histoire de gare et de ballons. Un jour, à 15 jours de la Saint-Valentin, je creusais des idées un peu, j'aime bien flâner le soir, et je creuse une idée, je me dis, cette histoire de ballon, ça serait trop bien. J'avais envie de lui ramener ça pour la Saint-Valentin, et je me suis dit que ce serait trop drôle si c'est juste un facteur qui sonne lambda et qui les présente. Et donc je me dis, on va lancer ça. Et je passe un peu la nuit à développer un petit site sur Shopify, et c'est quand on trouve le nom, à un moment je me tourne, je dis, on appelle ça mieux que desfleurs.com, et elle me dit, tu tiens peut-être un truc, donc... vas-y. Et en fait, on n'a rien dit à nos potes. Et le lendemain matin, on est allé acheter des ballons. On a fait un micro-shooting, mais vraiment à l'arrache, devant notre porte, à Nice, dans les rues. Et on a fait un site internet en 24 heures. On l'a envoyé à nos potes. Et ils ont dit, c'est trop stylé. Et là, on s'est dit, ok, peut-être qu'on tient quelque chose, tu vois. Trop bien. Donc, l'histoire le lien avec le ballon, il est de là. C'était le tout premier produit du coup que vous avez lancé ou... C'était le seul produit pendant 2 ans. Okay. Pendant plus que ça, pendant 5 ans, c'était le seul produit. Ok. Ouais, et de 2015 à 2020. Et ça vous a permis de monter à... Ça nous a permis d'aller jusqu'à 3 millions d'euros de CA. Ok. Ouais. Bon, c'est fou. Alors aujourd'hui, ça fait plus de toute cette part-là parce que les mœurs ont évolué, le produit a évolué. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on fait 60 000 ou 30 ou 40 000 la première année, 60 000, 70 000 la deuxième année, et à un moment on se rend compte qu'il faut aller plus loin et on décide de mettre plus d'énergie là-dessus. Et quand est-ce que tu te dis justement c'est le bon moment, je lâche ou entre guillemets je dépriorise mon autre business et je me focus là-dessus? En fait, en 2016 on quitte Paris avec Oriane, donc on habitait à Paris, en 2016 on quitte Paris et on se dit... moi je dis à Oriane ok pour quitter Paris, mais on a 3 ans pour faire un autre métier parce que la com ça se passe à Paris, c'est compliqué. À l'époque c'était très parisien, aujourd'hui ça l'est beaucoup moins. On se dit donc on a 3 ans pour faire autre chose. Au bout d'1 an on perd la moitié de nos clients, je perds la moitié de mes clients sur le business sur d'agence. le business d'agence. Donc okay. je faisais 400 000 euros de CA, j'en perds 200 et quelques, 190 en une semaine. Et en fait j'ai perdu, c'est même pas moi, c'est les agences qui bossaient avec moi ont perdu 3 de leurs clients et moi ça répercute sur moi. Et j'ai fait une petite phase de petite déprime, rien de bien méchant, mais une petite phase de petite déprime de 3 mois où je sais pas ce que j'ai envie de faire. Je me dis ok, en fait j'ai pas 3 ans, j'ai 1 an pour faire autre chose. Il faut que je remonte à Paris, il faut que je carbure tous les mois de septembre pour essayer de chercher de nouveaux clients, etc. Donc je me dis et il faut peut-être recruter, il faut faire de la croissance, soit tu as intérêt à gagner beaucoup d'argent, soit tu as intérêt à construire quelque chose. Moi, j'avais pas cette volonté de recruter des salariés sur une agence de com où j'étais pas forcément fier de ce que je sortais tous les jours, ou en tout cas, j'étais pas forcément... je te l'ai dit, j'ai monté cette agence parce que je savais pas ce que j'avais envie de faire, mais que j'avais envie de monter une boîte. Et à un moment, et donc je fais 2 rencontres très, très importantes, dont une, je peux en parler, c'est un gars qui était dans le cadeau et qui me dit combien tu fais donc on se croise à un anniversaire d'un pote, pas du tout dans l'e-commerce, et lui il était dans l'e-commerce cadeau, et il me dit combien tu fais sur le mec des fleurs? Je lui réponds je sais pas, moins de 100 000 euros à l'année. Et il me dit c'était pas trop con, tu peux faire 1,5 million quoi. Et ça m'a fait tilt. Et je me dis, ouais, en fait, est-ce que c'est pas là que j'ai envie d'aller? Je kiffe ces moments quand je bosse sur Mec des Fleurs.
j'ai aucune idée de comment aller à 1 million, mais je vais apprendre. Et c'est lui qui m'a un peu mis pas la main à la pâte, mais qui m'a dit, qui m'a montré la voie en me disant, tu peux y arriver dans l'e-commerce. Aujourd'hui, il a une marque de savon et de cosmétiques bio qui s'appelle Comme Avant, qui est en train de cartonner. Mais à l'époque, il était dans le cadeau. Comme Avant a tellement cartonné qu'il a lâché ou revendu son business de cadeau au profit de Comme Avant, où il s'amuse lui aussi. Voilà, c'est ce moment-là. Donc pendant cette période-là, on se dit, c'est lui qui me dit, ok, est-ce que tu veux pas dans l'e-commerce? Je regarde Oriane et je lui dis, est-ce que on fait ça? Est-ce qu'on y va genre, en mode 3 mois intensif, on construit un biz et on y va à fond ou pas? Et si ça marche pas, on va manger des pâtes. On avait un bon salaire d'agence de com où on gagne plutôt bien notre vie à 25, 27 ans, 26 ans peut-être. Et on va passer à peut-être faire 3 ou 4 000 euros, 5 000 euros de CA par mois sans savoir ce que ça va rapporter. Avec 5 000 euros, c'est loin de rapporter beaucoup à la fin. Donc Oriane me dit, vas-y, go, t'as l'air de t'éclater. Au pire, on mange des pâtes et au pire, on refait de la com, quoi. Et on bosse intensif. Je bosse intensif, particulièrement de septembre, octobre à janvier. Et en janvier 2017, on fait 13 000 euros de chiffre d'affaires. En janvier 2016, on faisait 3 000 euros de chiffre d'affaires. Donc x4, approx, un peu plus de x4 sur la même année, donc 400% de croissance. Et là, je me dis, ok, on a bien fait, on tient quelque chose. Et en fait, de mois en mois, ça va aller crescendo. Sur février, on va faire 50 000. Sur mars, on va faire 50 000, etc. Tous les mois, jusqu'à arriver à une stabilité, à une première stabilité d'étape. Ouais. Ok. Ultra intéressant. Et du coup, avant de te lancer, enfin avant de te mettre full-time, donc tu as cette rencontre et qui coïncidait bien avec cette période où tu te dis, ok, je vais y aller. Est-ce que tu as des signaux où tu t'es dit, sur le business, tu vois, sur Mieux que des fleurs, tu te dis, je sens une traction, tu vois, est-ce que tu as des petits signaux faibles qui te laissaient penser que il y avait un potentiel? Ouais, tu sais, la première chose qui m'a marqué quand j'ai lancé Mieux que des fleurs, je suis un entrepreneur, j'ai lancé d'autres projets avant, une marque de fringues, l'agence, etc. À chaque fois, mes premiers clients, c'était des potes. Toujours dans la marque de fringues, mais sans premiers clients, il y en a 80, c'est des potes ou des gens qui me connaissent. Mon agence, c'est des potes qui me filaient un peu au début, c'est des potes qui m'ont filé les premiers contrats. Sur Mieux que des fleurs, sur les 100 premières commandes qui sont tombées assez vite, en 3 jours, les 100 premières commandes, je connaissais une personne de loin, de très loin. Genre, elle n'a aucun intérêt dans mon business. Elle n'a aucun intérêt à acheter pour me faire plaisir. Et en fait, ça, c'est pour moi le premier signal qui te fait dire, ok, en fait, les gens, ils n'achètent pas pour me faire plaisir. Ils ne sont pas là à soutenir un pote. Ils sont là parce que le produit leur plaît, tu vois. Ça, c'est vraiment le premier truc. Et le deuxième truc, c'est ce moment où tu te dis, ok, en fait, juste avec une box ballon, j'arrive à faire 13 000 euros. À l'époque, il y a très peu de ads, donc on ne fait pas encore du ads en 2016, fin 2016, on ne fait pas encore beaucoup de ads. Donc, on a des ROS, je pense, j'oserais même pas regarder les chiffres aujourd'hui, mais on a des ROS qui flambent, quoi. Et voilà, c'est ça pour moi les deux gros signaux à un moment qui te font dire, ouais, vas-y, full time, quoi, tu vois. Il y a de l'attraction, quoi. Il y a de l'attraction, c'est ouf. Et du coup, tu disais que tu passes de 13 à... Après, on va revenir sur les phases de structuration, mais tu passes de 13 à 50, par exemple, par mois, assez rapidement. C'est quoi qui te drive comment les gens connaissent Mieux que des fleurs? C'est bouche à oreille, tu fais de la com organique, tu fais des ads, c'est quoi? Ouais, tu sais, quand t'es au début, t'as du temps et pas d'argent, ou presque, tu vois. Je caricature en disant ça, mais on a fait plusieurs leviers. Le premier levier, qui a toujours été le levier qui, pour moi, nous drive encore aujourd'hui, c'est le produit. Tu as un bon produit, les gens y reviennent. Tu as un bon produit, les gens les achètent. Tu n'as pas un bon produit, les gens y reviennent pas. Et donc, on a commencé par diversifier l'offre. Donc, on avait en 2 ans lancé peut-être une autre couleur de ballon. Là, on a commencé en rajoutant plein de ballons différents, donc des joyeux anniversaires, des naissances, etc. Et en faisant de l'upsell sur les produits. Donc, tu pouvais, day one, rajouter des bonbons, du champagne, du chocolat, du vin, des basiques, des bougies, des bracelets, des trucs assez basiques. On avait peut-être 15 idées de produits en plus. Mais d'un coup, on est passé d'un panier de 25 à un panier de 35, 40 euros. Donc déjà, juste en faisant 45%, 50%, même plus sur ton panier, tu te rajoutes déjà 50% de CA. Et en plus de ça, donc ça, c'est ton premier levier, pardon. Le deuxième levier, clairement, on a commencé à faire du Facebook Ads, du Google Ads, on a commencé à faire de l'affiliation et on a commencé à faire du SEO, on a commencé à faire des articles de blog qui étaient intéressants. On a continué à faire un peu d'influence parce c'est ce qu'on savait faire et qu'en 2016, 2017, ça coûtait pas aussi cher qu'aujourd'hui.
Je me rappelle avoir payé une influenceuse, même pas d'avoir payé, d'avoir offert un colis à 100 € à une influenceuse et qui m'a généré 100 commandes derrière. Le ROI. Aujourd'hui, c'est plus trop, Ouais. c'est plus difficile à trouver ce genre de profil, Ouais. alors qu'à l'époque, c'était assez facile. Si on parle un petit peu de la croissance et des différentes phases de structuration de Mieux que des flairs, est-ce que tu distingues déjà différentes étapes dans votre histoire? Oui, clairement. Assez clairement. Je suis sûr que tu m'en parles un peu. C'est quoi les grandes étapes? T'as la première. Aujourd'hui, il y a clairement 3 étapes dans la vie de la boîte et dans la vie de Mieux que des fleurs. La première, c'est le tâtonnement. On ne sait pas trop ce qu'on fait. Tu vois, non, c'est un side project 2015-2016. C'est un side project. On essaye de se faire remarquer, on essaye de faire du chiffre. On ne sait pas trop comment on fait. On teste un peu Ads, on teste un peu Google, on teste un peu de tout. Vraiment tâtonnement. Là, on est parti de donc 50-60 000 € la première année à plus ou moins... On est monté jusqu'à 700 000 €, on va dire, sur cette phase-là. Donc en organique, avec un peu de ads, beaucoup en organique, avec un peu de ads, avec du produit. Donc ça, c'est une première phrase assez intéressante parce que tu sais pas trop ce que tu fais. On est 2, donc Oriane et moi. On est aidé un peu par ma maman. On est aidé un peu par une nana qui vient nous aider sur l'empaquetage des colis, Pauline. Et au fur et à mesure, on fait de la croissance, mais alors vraiment sans trop savoir ce qu'on fait. La deuxième phase, c'est une phase déjà qui arrive avec le Covid, clairement. Donc 2020-2024, on va dire 2020-2023, qui arrive avec le Covid où du jour au lendemain, le pays est bloqué. Et les gens ne peuvent plus s'offrir de cadeaux en réel. Ils ont du budget parce qu'ils ne peuvent pas aller au resto, ils ne peuvent pas voyager. Et les salaires sont maintenus en France. Et ils ne peuvent plus voir leurs proches. Donc là, on se rend compte qu'on est grande conso. On n'est pas un marché de niche. Tout le monde peut acheter chez nous, tout le monde peut se faire plaisir. Et là, on passe en un an de 700 000 à 3 millions d'euros ou quasiment que sur la box ballon. Okay. Et en fait, à partir de là, on se rend compte aussi... Donc le premier, c'est le contexte, mais le deuxième, c'est le produit. On va comprendre qu'on peut diversifier notre offre produit. Et que ce n'est pas juste une bougie de tel senteur ou une bougie de tel senteur, mais c'est aussi d'autres idées produits complètes. Et l'histoire folle là derrière, c'est qu'en novembre 2020, on est au 2e confinement et on se retrouve avec une semaine de stock en termes de ballons. Donc on a, je sais pas, on faisait 300 commandes par jour sur ces... Donc on a 1500 ballons, on sait qu'on va tenir une semaine. Ça fait des semaines que le distributeur français de la marque qu'on a en ballon nous dit qu'il y a une palette qui arrive. Ça fait 3 jours qu'elle est dans la douane et qu'elle doit arriver. Et à un moment, on se dit, peut-être que ça va pas arriver, on peut plus compter là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a l'idée de sortir... En fait, on se rend compte que Mieux que des fleurs, c'est une façon cool d'offrir un cadeau cool. Et on a aujourd'hui une base de 100-150 idées cadeaux cool à mettre dans nos box, mais on n'a plus la box ballon. Donc on va imaginer notre box. Et là, on va sortir la cool box, qui est une box à l'époque noire, juste aimantée, avec un joli manchon. Tu choisis ton motif, tu écris ton prénom. Et ce produit-là, on le sort en 7 jours top chrono. De l'idée où on le sort, de l'idée où on l'a, jusqu'au moment où on sort le produit, il y a 7 jours. Et aujourd'hui, ça représente 30 à 45% de nos ventes. Okay. Donc, c'est vraiment un produit où, à ce moment-là, on se rend compte qu'on le lance à Noël et on se rend compte que, les gens peuvent être portés par autre chose que du ballon chez nous. Donc, pendant cette phase-là, c'est la phase de diversification constante. On va faire de l'acquisition externe, on va faire donc le rachat de petits cubes, on va faire des lancements en interne, on va lancer de la bière personnalisée, du vin personnalisé, de la bougie personnalisée, etc. On va lancer d'autres box, des puzzles, une piñata personnalisable, tu vois. Donc on est vraiment parti sur tout ce qu'on pouvait personnaliser et on a compris aussi qu'on était un cadeau. Donc juste que tu pouvais venir chercher un cadeau. Cette phase-là, grosse croissance. Apprentissage sur comment tu gères tes Facebook Ads, comment tu gères tes Google Ads, est-ce que l'affiliation ça marche encore, est-ce que l'influence ça marche encore, etc. Et la troisième phase, c'est vraiment une phase d'entreprise. En fait, j'ai pas l'impression qu'on était une boîte jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est vrai qu'il faut l'admettre un peu, on est une boîte, on a des salariés en CDI, il faut respecter des contrats, il faut respecter des conventions collectives, enfin tout l'enjeu administratif et tout qu'on n'avait pas, et tout l'enjeu aussi structurel comment ton équipe elle évolue, où est-ce que tu dépenses ton argent, où est-ce que tu fais des économies. De gestion, finalement. De gestion, tu vois. Et en fait, à partir du moment où tu n'es plus dans une phase de projet et où tu es dans une phase de gestion, c'est une nouvelle étape de la boîte, tu vois. Et là, on se pose des questions qu'on ne se posait pas il y a 2 ans même, tu vois. Aujourd'hui, on a un plan à 3 ans, chose qu'on n'avait jamais eu, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Chaque étape, en fait, te demande t'as un autre job, quoi. Mais... Exactement, tu as un autre job complet. Et ce qui m'intéresse dans cette deuxième phase, tu dis que vous lancez un nouveau produit à un moment qui, aujourd'hui, représente...
Tu dis donc 35, 35-45%. 45%, En fonction des jours, ouais. ce qui est quand même non négligeable. Vous le testez avant ce produit, ou vous sentez, ou c'est juste Pas du tout. intuition, tu te dis ça va péter Ouais. Moi, j'aime bien cette phrase de Steve Jobs qui dit comment les gens savent ce qu'ils veulent s'ils l'ont pas eu entre les mains. Et je dis pas que je suis un génie, loin de là, mais j'aime bien réfléchir à des choses, avoir un MVP, tu vois, un minimum viable product, le tester directement en conditions réelles. Ok. Et sur Muc des Fleurs, ça m'a donné raison. Parce que tu vois, au moment où on sort cette box, ça faisait 6 mois qu'on travaillait sur un autre produit, qui était une box surprise. Une box, tu sais pas ce qu'il y a dedans, il y a écrit dessus en gros, je sais pas ce que je t'offre. Elle coûte 40 balles et dedans, il y a l'équivalent de 60 € de produit. Mais tu sais pas ce que t'offres à la personne. Tu choisis juste ta thématique, home ou food, et après tu sais pas ce que t'offres. Cette box, on en a commandé 2000. On a floppé de ouf. On a mis 2 ans à écouler les 2000 unités. Alors que la Cool Box, on en a vendu 2000 en peut-être 3 ou 4 semaines. Ah ouais. Donc, on a bossé pendant 6 mois sur un algo où, en gros, ça allait piocher dans le stock. On voulait pas des produits de merde dans cette box-là. Donc, on a bossé un algo où ça allait piocher dans notre stock pour avoir une certaine valeur et un certain coût. On a bossé sur un design très stylé, etc. Flop. Mais alors, on a vendu les dernières pièces il y a 3 mois, tu vois. Et ça faisait 3 ans, quoi. Ouais. Donc, vraiment, l'apprentissage en temps réel avec les gens, quoi. Ouais. Donc tu testes et tu vois si ça Ouais. fonctionne, quoi. Ok, ce qui est intéressant, c'est que tu es quand même sur un secteur qui est ultra concurrentiel. Il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent sur les cadeaux personnalisés en France. Alors j'ai pas tous les noms, mais tu dois les connaître mieux que moi. J'imagine que c'est aussi un secteur dans lequel les marges sont pas forcément très élevées, ou en tout cas faut avoir un joli positionnement prix, un joli positionnement aussi brand, Ouais. pour arriver à sortir à tirer son épingle du jeu. Comment toi t'as réussi à tenir un peu le cap par rapport à ça pour maintenir, tu vois, une certaine rentabilité dans cet environnement-là? Déjà, pendant longtemps, nous, on a la box qui a drivé du trafic et qui a drivé de la marge. En gros, on a compris très rapidement qu'avec la box ballon, on vendait pas un produit. On vendait un service de « je peux pas être là pour toi, donc je t'envoie ça. Je veux te dire que je t'aime, donc je t'envoie ça ». C'est un peu comme des fleurs. Au final, le positionnement du nom de Mieux que des fleurs est très lié au positionnement stratégique business des fleurs. Donc pendant longtemps, on a bénéficié de cette marge-là. Maintenant, quand tu vends un produit 25 €, ça laisse pas beaucoup de marge pour faire du ads, pour aller chercher des leviers marketing plus coûteux. Il y a moins de repeat qu'un business traditionnel. Il y a du repeat, mais moins qu'un business tradi. Comment on se diversifie? Tu as raison, c'est un marché qui est très fragmenté. Il y a très peu de gros leaders, à part peut-être Nature et Découverte. Il y a très peu de gros leaders. On se diversifie de 2 façons. On se diversifie de 2 façons. La première, ça va être clairement le produit. Je reviens toujours là-dessus, mais c'est vrai que nous, ça nous drive de ouf. Le premier élément, c'est sortir des nouveautés assez fréquemment. Donc, que ce soit des nouvelles box, que ce soit des produits personnalisés, que ce soit des produits qu'on achète, ou que ce soit des produits qu'on conçoit. Et donc, des produits qu'on achète, il y a un besoin de renouveau permanent. Donc, on fait les salons de fond en large pour trouver les nouvelles pépites. On négocie avec les marques qu'elles nous présentent leurs pépites en avant-première. On essaye au maximum de trouver le nouveau studio en Pays-Bas qui a une idée trop stylée à offrir et qui n'y arrive pas encore arrivé en France. Donc, on a une personne qui est dédiée vraiment à la recherche de ces nouveautés produits en permanence. Okay. On essaie d'en rajouter entre 2 et 5 par semaine. Et après, on a une personne qui est aussi dédiée à concevoir des produits en interne. Donc là, on conçoit des produits sur lesquels on a forcément beaucoup plus de marge et sur lesquels on ne fait pas du x2 ou du x2.5, mais sur lesquels on fait du x5, du x6 parce qu'on conçoit, on les fabrique directement. Le seul coût, c'est le coût créa. On a cet avantage-là. Et en plus de ça, on a un avantage concurrentiel là-dessus, c'est les box. C'est vrai qu'aujourd'hui, encore, entre 40 et 70% de notre chiffre vient de la box, à proprement parler. Et dans cette box-là, nous, on a un tunnel d'achat dans lequel on peut te pousser n'importe quel produit qu'on veut. Donc, en gros, même si on fait une production qui n'est pas très rentable ou qui ne part pas très vite, elle va quand même partir à une certaine fréquence. Et donc, on peut te pousser le produit qu'on veut au bon moment. Avec pas forcément des coûts d'acquisition très élevés, puisque c'est plutôt de l'upsell ou du cross-sell, c'est ça? Ouais, en fait...
Oui et non. Les coûts d'acc sont très élevés sur le marché du cadeau. En tout cas, nous, on le subit. Je parlais sur fouet. cette gamme de produits qui n'est pas construite. En fait, ouais, si tu veux, dans ta box, tu peux mettre ce que tu veux. Et moi, quand j'achète un cadeau qui vient d'un studio de design japonais ou néerlandais, bah, ça me coûte 1 et je le revends 2, plus ou moins, ou 1 au maximum et je le revends 3. Par contre, quand je fabrique, ça me coûte 1 et je le revends 6, 7, 8. Donc, quand je design un produit, bah, je peux le pousser dans cette box-là. Et si dans ta box, tu as mis 3 produits qui viennent de chez moi et 3 produits qui viennent d'un studio, bah, ma marge, elle n'est plus à 45%, elle est peut-être à 65 ou 70%. Et tu orientes, du coup, l'utilisateur? Et bien sûr, j'oriente l'utilisateur pour qu'il sélectionne. C'est pas que j'oriente l'utilisateur en le biaisant, c'est que je conçois des produits qui sont bons pour l'utilisateur qui a cette demande-là chez moi. Mais tu as quand même besoin d'alimenter en produits qui ne sont pas construits chez toi. Exactement, c'est tout l'enjeu là. Aujourd'hui, j'ai clairement un besoin de ne pas dépasser un certain volume d'affaires qui vient de chez nous. Parce que tu vas pas pouvoir, on est une petite équipe, je vais pas pouvoir concurrencer tous les marchés, tous les studios de design, je vais pas pouvoir concurrencer les marques indépendantes qui font des très bons boulots. Je touche pas à l'alimentaire, je touche pas à la cosmétique qui sont des produits très normés, ou à la petite enfance qui sont des produits très normés. Je préfère confier ça à des gens qui le font très bien. Et moi, aujourd'hui, j'ai cette volonté de garder 30% max de mon volume qui vient de chez moi, enfin qui vient de produits internes, et 70% du volume qui vient de marques que je retrouve ailleurs, avec qui j'arrive à avoir des nouveautés en permanence. C'est très intéressant parce que du coup, tu pourrais te dire un peu bêtement, vu de l'extérieur, pourquoi pas faire 90% sur tes propres produits, mais en effet, tu as des contraintes opérationnelles, logistiques derrière qui sont... Ouais. Après, tu vois, il y a des boîtes au UK qui font un peu la même chose que nous et qui font du 80% interne que leur marque, pour beaucoup. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut te tuer sur du long terme parce que la nouvelle marque qui vient de sortir, ces petits biscuits en forme de cône de fond de glace, bah, c'est trop stylé et qu'il faut avoir ça chez toi parce que tu vas en vendre 5000 là où chez toi tu vas en vendre 1000, tu vois. Aujourd'hui, tu disais, vous avez combien de références Aujourd'hui, il y a 700 idées cadeaux chez nous. Ok. Dans ce que tu peux rajouter dans tes box ballons, il y a 700 refs. Il y en a approx 50-70 qui viennent de chez moi. Donc 10% des produits qu'on revend sont conçus chez nous en usine ou chez nous directement. Et ces 10%-là rapportent 30% du chiffre d'affaires. C'est quasiment du Pareto. Ça fait 10-30, ça ferait 20-60. Ouais, toujours. Et alors, tu disais tout à l'heure, tu as dit vous sortez entre 2 et 5 produits par semaine. Je crois même que on avait échangé il y a quelques mois et tu même que tu m'avais dit parfois 5 à 10 nouveaux produits par semaine. Ouais. Comment vous faites? Comment vous organisez? C'est quoi un peu le process Alors, quand je dis 5 à 10, c'est les produits qu'on sélectionne. Donc, ce n'est pas des produits qu'on conçoit, c'est des produits qu'on achète chez d'autres agences, chez d'autres marques indépendantes ou des plus grosses marques, d'ailleurs, pas que des marques indépendantes. Et non seulement 5 à 10, mais là, j'ai donné le challenge à l'équipe de doubler les refs en moins de 6 mois. Donc, ça va être encore plus intense. Notre volonté là-dessus, c'est d'avoir un peu les meilleures idées cadeaux. Et en fait, si les meilleures idées cadeaux sont... Enfin, les meilleures idées cadeaux doivent être chez nous. Peu importe le nombre de quantités qu'il y a. Aujourd'hui, on a ce tunnel d'achat chez nous qui va me permettre de driver du monde sur certaines idées cadeaux, mais je dois pouvoir être présent si toi, demain, tu vas avoir une idée cadeau pour quelqu'un qui aime le foot, pour quelqu'un qui aime la danse, pour quelqu'un qui aime le jardinage. Je dois te proposer 5-7 idées cadeaux sur chaque thématique. Donc, on travaille là-dessus. Techniquement, j'ai 2 personnes qui sont dédiées à l'achat. Une personne qui fait de la curation pure et dure, qui va concevoir ou trouver des idées cadeaux sur des thématiques ou sur des verticales, et une autre personne qui est vraiment dédiée à l'achat. Et comment on fait ça sur le temps? Écoute, c'est simple, on a développé notre propre ERP qui te fait gagner un temps énorme aujourd'hui, enfin qui fait gagner aujourd'hui à Julia un temps énorme et qui va s'améliorer. On est en train de l'intégrer de l'IA partout là-dedans. On a l'avantage d'avoir un développeur en interne, donc de travailler des trucs vraiment custom sur mesure pour nous. Et donc voilà, j'ai une personne qui émane les salons, enfin j'ai 2 personnes vraiment, Oriane et Julia, qui bossent là-dessus, qui traquent tous les salons, dont le métier c'est de discuter avec les fournisseurs pour savoir ce qui arrive sur le marché, quelles sont les tendances, quels sont les trends, qu'est-ce qui peut être vendu, qui regarde Instagram toute la journée pour essayer de trouver, qui regarde la concurrence, qui regarde ce qui se fait dans d'autres pays, tu vois, les plateformes comme Encore Store ou Faire aussi, où il y a des idées en permanence. Et tout ça cumulé avec une grosse phase techno pour qu'un achat soit le plus rapide possible. Ok, ultra intéressant. Du coup, donc, sur ces 5-10 produits semaine, donc bientôt plus. Bientôt plus. Bientôt plus.
Donc ça, qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous les identifiez, vous négociez avec les fournisseurs, vous les mettez sur le site dispo. À quel moment tu te dis, comment tu testes en fait? À quel moment tu te dis je les garde, je les sors? Vous en sortez beaucoup? On en sort beaucoup. Très bonne question. Aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus le nez fin pour trouver ce qui va marcher. Ok. Et aussi, on a compris que les gens sont dans une logique. En fait, on nous dit souvent, ouais, mais vous, dans le cadeau, il n'y a pas de repeat. C'est complètement faux. Je pense que le repeat, il peut se faire si tu es assez malin. Et donc, nous, on propose sans partir dans la grosse machine, on propose des nouveautés. Il faut que quand tu viennes à 3 mois d'écart chez nous, tu aies des nouveautés à acheter. Et donc, toutes les semaines, en rajoutant 2 à 3 à 5 nouveautés par semaine, tu te positionnes soit sur une niche parce que là, en ce moment, il y a une folie, une certaine trend, soit parce que tu as trouvé une nouvelle idée sur le remonte morale, sur la niche remonte morale, enfin sur la cible remonte morale. Et après, on essaie d'aller le plus vite possible, en effet. Donc, on a 2 personnes qui sont dédiées à la curation. Une fois qu'on a shooté un mail à l'agence en disant, voilà, ou à la marque en disant, on adore ça, on aimerait bien la voir, on va commander très peu de quantité, entre 30 et 100, ce qui paraît beaucoup pour certains, mais c'est vrai que pour nous, c'est très petit. Et on va analyser à quelle fréquence ça se vend. Okay. Et donc, si ça se vend à 1 unité par jour, ça vaut peut-être le coup de le garder. Si ça se vend à moins qu'une unité par jour, on va laisser tomber. Et ça, tu mets pas d'action marketing dédiée dessus ou... Non, je mets pas d'action marketing dédiée. Je l'intègre au bon endroit dans mon tunnel d'achat. Donc tu vois si organiquement le truc prend. Ouais. Ouais. Sauf si c'est un certain produit que je veux absolument avoir sur une niche et je sais que ce produit-là, il va peut-être pas se vendre tout de suite, mais il va se vendre sur du long terme ou il va se vendre via un article de blog que je vais faire parce que je vais avoir du SEO dessus, etc. Un produit qu'on sélectionne, il faut qu'il coche plusieurs cases. Ouais. Donc, bien évidemment, des cases de prix, de revenus, etc. Mais il faut aussi qu'il coche la case, par exemple, SEO. Est-ce que c'est un produit qu'on recherche sur Google? Est-ce que c'est un produit qui est accessible sur Google Shopping, qui peut être accessible sur Google Shopping? Est-ce qu'il a une thématique dédiée? Est-ce qu'il a une thématique événementielle, etc., etc. Ok, donc avec le temps, tu as une checklist du coup où tu sais identifier plus ou moins. Exactement. Sans trahir de secret de Polichinelle, c'est quoi un peu les top produits où tu sais ça va fonctionner ou des trucs qui reviennent un peu historiquement chez toi? Aujourd'hui, l'alimentaire marche très bien chez nous. Ok. Ça, c'est quelque chose qui nous différencie beaucoup de nos concurrents dans le cadeau. Alimentaire, par exemple Des bonbons, du chocolat. On a des petits oursons. On a une petite marque française qui s'appelle Sophie M, qui fait des oursons guimauves. Trop stylé, ça cartonne. Ils font aussi des petits bonbons en forme de cœur, ça cartonne. Et en fait, c'est des thématiques. Par exemple, le bonbon cœur, à la Saint-Valentin, je sais que ça va cartonner. C'est mignon, c'est made in France. C'est souvent vegan. Je crois que les bonbons cœur sont vegan. Donc, c'est vraiment très stylé. Et après, le best-seller de l'année. Allez, je vous donne 2 best-sellers de l'année. Le best-seller alimentaire, c'est les cônes. Donc, je disais ça, les cônes de fin de glace. Tu sais, comme si tu mangeais que la fin de ta glace. Ouais. Cône avec un petit chocolat à l'intérieur. C'est une marque qui s'appelle Bitcoin qui fait ça. Ah, c'est marrant. Ça cartonne. Je pense qu'on en vend plusieurs milliers par mois. Petit côté Madeleine de Proust, en fait. Complètement. Et c'est délicieux surtout. Franchement, j'ai testé les industriels que vous pouvez trouver en grande surface. C'est pas ouf. Les bitcoins, c'est une tuerie. C'est un peu plus cher, mais c'est vraiment super bon. C'est addictif de ouf. Des fois, on donne un coup de cutter sans faire exprès. À la prod. Nous, on est bien contents d'en manger ça. C'est mince. On doit trouver. Et le deuxième, on a sorti en interne quelque chose qui s'appelle les petits messagers. Donc, c'est des petits peluches en crochet que tu mets sur ton bureau, ou que tu offres plutôt pour que la personne mette sur son bureau, et ça dit un petit message. Donc, n'oublie pas que tu es fantastique, je t'aime à la folie, je t'aime tous les jours, etc. Donc ça, c'est vraiment le petit message, remonte morale, réconfortant à offrir. Ça n'a pas de valeur, ça a de la valeur sentimentale beaucoup. Ok. Ouais. C'est intéressant, cette catégorie remonte morale, je connaissais pas. T'as d'autres exemples de produits que t'as dedans qui sont... Très bonne question. Est-ce que j'ai d'autres produits sur là-dedans? Pas forcément qui marchent bien, mais c'est plus par curiosité. Qu'est-ce que tu mettrais dedans, En fait, une des lignes qu'on développe en ce moment, c'est à la suite du succès des petits messagers. Donc, on en développe une ligne d'objets à message. On l'avait déjà commencé il y a quelques années avec une sous-marque qu'on avait créée en interne qui s'appelle J'ai quelque chose à te dire. On est un peu en train de la killer au profit de la marque Muc des Fleurs. Mais donc on a beaucoup de produits à message qui marchent. Par exemple, on a un savon. Alors c'est pas de chez nous, c'est de chez Félicie aussi, mais on a un savon sur lequel il y a marqué savon anti-connard ou sale connasse, pardon, je vais dire une bêtise, ou ça pue du cul, ou ce genre de choses. On a plein de petits messages, le savon anti-relou. On a plein de produits à message
qui cartonnent. Là, on a sorti des cartes à gratter, juste des cartes à gratter. Dessus, sous la carte, c'est marqué tu es forte et brillante. Tu vois, c'est vraiment sur l'émotion que tu veux refiler à la personne à qui tu offres le cadeau. C'est cool. Ça me donne envie d'aller faire un tour sur votre, avec plaisir. votre inventaire. Du coup. Tu vas vite tomber dans le piège d'acheter plein de choses. Ouais, c'est que c'est bien fait. Trop bien. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu du rachat. Parce que vous avez intégré Petit Cube en 2023, si je dis pas de bêtises. Qui, alors tu me corriges si je me trompe, est une marque qui propose des petits cadeaux et affiches personnalisées, entre autres. Il me semble que tu as fait le choix, enfin pas il me semble, tu as fait le choix de garder une marque distincte, de ne pas l'intégrer directement dans l'offre Mieux que des fleurs, et plutôt d'élargir ta cible cadeau avec différents angles. Tu parlais un peu de premium, corporate, entre autres. Alors déjà, peut-être pour commencer, pourquoi avoir racheté Petit Cube en premier lieu? Petit Cube, c'est une marque qui était sortie quelques années après Mieux que des fleurs, je crois 2017-2018, et qui nous a fascinés quand c'est sorti. On s'est dit, waouh, c'était à nous de lancer ça. Parce que c'est vraiment le même ADN que Mieux que des fleurs. La petite surprise, donc pour ceux qui n'ont jamais connu, je vous invite à aller sur petitcube.com. C'est un petit cube, littéralement un petit cube en origami. Quand tu l'ouvres, il y a 4, déjà très mignon avec un joli motif, et quand tu l'ouvres, il y a 4 photos personnalisées que tu as choisies, un petit texte que tu as écrit, et aussi un petit cadeau dédié à la personne que tu aimes. Cyril, à l'époque, le fondateur, nous contacte et nous dit bah voilà, on est sur le même marché un peu, venez, on va déjeuner. On déjeune, on comprend qu'ils font plus ou moins le même chiffre que nous, un peu moins, un peu plus, un peu moins, je pense, à l'époque. Et on se dit, écoutez, on est concurrents amis. C'est-à-dire qu'en gros, on va pas se tirer dans les pattes. C'est pas à eux de nous tirer dans les pattes ou à nous de leur tirer dans les pattes. Par contre, on va aller chercher les beaucoup plus gros que nous. La concurrence, elle est là, quoi. Et ça a été sain très vite avec eux. Jusqu'au jour post-Covid, je sais qu'ils ont eu une belle croissance pendant le Covid, et jusqu'à post-Covid, nous, tout le monde a eu un atterrissage compliqué post-Covid, et eux aussi. Ils avaient engrangé des dépenses sur d'autres projets, la société, et ils ont eu beaucoup de mal à rebondir là-dessus, donc ils nous ont appelé en nous disant, écoutez, on se dirige vers un redressement, est-ce que ça vous intéresse de participer? Et moi, Petit Cube, c'est un produit que j'adore, donc il n'y avait pas moyen de laisser passer cette opportunité. Je suis client, fan du produit en tant que tel. Donc quand Cyril nous contacte et nous dit bah voilà, l'issue ça va être ça, est-ce que ça vous intéresse? J'en parle à l'équipe. On a une petite équipe, on était 9-10 à l'époque, 12 peut-être, et je leur dis on le fait que si tout le monde est d'accord. Et parce que j'ai envie que tout le monde bosse dessus. Donc si on récupère la marque, c'est pour que tout le monde bosse dessus, donc si tout le monde est d'accord. Anonymement, tout le monde a dit bien sûr qu'on le fait. Et ça va engranger du boulot en plus pour tout le monde. Mais c'est l'opportunité de diversifier l'offre, c'est une opportunité d'être moins dépendant de Mieux que des fleurs, d'être diversifié, etc., etc. Parce que du coup, dans le deal, qu'est-ce que tu rachètes? Tu rachètes du coup la marque, l'inventaire produit, la base client, etc. Tous les actifs. L'équipe, il y avait une équipe en place ou c'est vous qui reprenez L'équipe a été rachetée, le contrat de l'équipe a été racheté par une autre marque qui a mis beaucoup moins d'argent sur le tapis, mais qui a récupéré les contrats, donc qui a des postes de dépenses day one, alors que nous, on a récupéré que des actifs, donc les machines, le stock, la marque, les marques, le site internet, les réseaux sociaux. Parce que vous aviez la structure pour vous opérer directement. On a 500 mètres carrés d'entrepôt, on a du staff pour faire de la communication, du staff pour faire le dev du site web, etc., etc. Qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de positionnement, de catalogue On avait envie, donc dès le début, je te disais, on avait envie de diversifier, de garder les deux offres différentes. Et de créer des cohésions un peu cachées derrière. Donc à part le premier post Insta où tu dis bah voilà, Mieux que des fleurs a acheté Petit Cube est devenu le petit frère de Mieux que des fleurs. À part ça, on a des synergies derrière, c'est-à-dire que c'est la même personne qui fait les achats, c'est plus facile, c'est la même personne qui fait le dev, c'est plus facile. On a une seule plateforme dev, un seul backlog qui opère les deux e-com. On a la même personne qui fait les newsletters, donc le travail est plus facile. Et on a des produits en commun, c'est-à-dire que tous les produits qui sont vendus sur Petit Cube, 81% des produits qui sont vendus sur Petit Cube sont aussi vendus sur Mieux que des fleurs, et une bonne partie des produits vendus sur Mieux que des fleurs sont aussi vendus sur Petit Cube. Intéressant. Est-ce que ça se cannibalise pas? Et ça se cannibalise pas, non, parce qu'on a alors oui et non, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas fait ou presque pas fait de croissance depuis qu'on a racheté Petit Cube, c'est qu'au début on a fait ce parti pris de dire on va vendre les mêmes produits exactement, et on s'est rendu compte très vite que
il y avait des endroits où ça se cannibalisait et on était en train de créer un concurrent de Muc des Fleurs plutôt que d'aller chercher une nouvelle verticale. Donc depuis un peu moins d'un an, on a switché la verticale cadeau et notre objectif c'est de ne plus faire de Petit Cube un site de cadeaux, mais de faire de Petit Cube un site de petite attention sur de la belle papeterie, sur de la belle carterie, sur des affiches, etc. Donc on est vraiment dans l'univers de l'impression plus que dans l'univers du cadeau à proprement parler. Ok. Ça représente, si tu communiques dessus, à peu près sur votre chiffre total Petit Cube fait aujourd'hui, en hors texte, je ne sais pas sur le CA, mais ça doit faire approx 650-700 000 euros TTC. Okay. Donc ça reste plus petit que... C'est plus petit, ça fait moins de 20, ça doit faire moins de 20% du chiffre d'affaires. Ouais. Et je te dis, on a racheté, et on s'est rendu compte de plein de choses, et notamment que c'était pas aussi facile de redresser une marque, un e-shop. Et donc on pensait faire 1 million d'euros en année 2. Et donc, comme tu peux le voir, comme je te le dis, avec 650, on est loin du compte des 1 million. Alors on va parler un petit peu des galères justement liées au rachat, ça m'intéresse. Il y en a pas mal. Avant ça, pour revenir un peu, donc c'est quelque chose que tu avais déjà envisagé, la croissance externe, ou c'est plus une question d'opportunité qui s'est présentée, tu t'es dit bon bah go, ça matche bien. J'avais participé à un atelier sur la méthode Walt Disney, je sais pas si tu vois ce que c'est, avec ta boîte idéale. À quoi ressemble ta boîte idéale? Et moi j'avais fait ça dans ma boîte idéale, c'est-à-dire que Muc des Fleurs c'est trop bien, j'adore, je kiffe mon quotidien, aujourd'hui je le kiffe, et j'avais envie d'avoir d'autres projets. Donc comme Muc des Fleurs a été à un moment un side project, j'avais envie d'avoir d'autres side projects qui à un moment ou à un autre deviennent un truc un peu plus conséquent. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing. Et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. Et donc, j'avais cette idée-là, mais j'avais pas le temps. Et j'étais focus sur Muc des Fleurs. Et en fait, c'est purement à ce moment-là une question d'opportunité de Petit Cube qui nous appelle et qui nous dit il y a une conciliation judiciaire, si vous y allez pas, peut-être que la boîte elle tombe. Donc on y va vraiment en se disant il faut... on peut pas laisser tomber la marque. 2, c'est peut-être notre opportunité. Et avec Orion, je dis une bêtise, avec Orion à ce moment-là, on ziote une autre société potentielle à racheter, qui était beaucoup plus grosse, donc qui était pas beaucoup plus grosse, dont le rachat était beaucoup plus gros, parce que c'est une boîte qui tournait, alors que Petit Cube c'était une boîte qui était en train de tomber. Et on s'est dit, cette boîte-là, Petit Cube coûte 4 fois moins cher que l'autre marque, donc c'est notre occasion de tester et de voir si on est bon ou pas. C'est l'occasion aussi d'apprendre comment on fait un redressement judiciaire, de voir quelles sont les erreurs à ne pas faire, de voir comment. Donc le coût est moindre pour l'expérience qu'on en a eue, tu vois. Et en plus de ça, c'est une bonne opportunité sur du long terme. En tout cas, nous, on y croit, tu vois. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi en 1 an et demi qu'on va pas réussir ou qu'on a floppé sur d'autres niveaux, tu vois. Alors, un petit mot sur la méthode Walt Disney, ça m'intéresse. Je connais pas. C'est quoi La méthode Walt Disney, c'est donc en gros, c'est dessiner ta boîte idéale, ta boîte idéale, ta vie idéale, donc vraiment la partie pro, la partie perso, etc. Et après d'imaginer, je vais très mal le faire parce que mon formateur va me tuer si je fais des erreurs, mais s'il écoute, on le salue. Mais en gros, d'imaginer 3 scénarios qui sont quel est le pire, le plus pessimiste, quel est le plus optimiste, vraiment jusqu'à l'infini, et quel est le réaliste. Et après de choisir quel chemin tu veux prendre, tu vois, et de tout mettre en œuvre pour que ce chemin soit le plus possible. Ok, intéressant. Je le vulgarise énormément, mais c'était une bonne journée de formation, c'était très cool. Ok, intéressant. Si on parle un peu des galères, justement, c'est rare d'avoir des retours d'expérience, je pense, concrets sur tu vois, les coulisses de ce type d'intégration, parce que j'imagine que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Déjà, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut anticiper que tu n'avais pas vu venir, ou tu vois, où tu te dis Ouais, il y a plein d'histoires drôles à raconter sur le projet Petit Cube. Je pense que le plus gros, c'est surtout en redressement, surtout en liquidation, en redressement, je pense. En redressement, c'est une boîte de Pandore. T'achètes, tu sais pas ce qu'il y a dans la boîte, on te l'a vendu bien,
on te l'a vendu aussi bien qu'on pouvait, parce que c'est le rôle du liquidateur ou de l'administrateur judiciaire, ou même d'ailleurs c'est le rôle de n'importe quelle personne qui vend sa boîte en vrai, de se vendre de la meilleure possible. Et l'erreur principale, c'est d'avoir acheté un peu avec le cœur. Je pense qu'on aurait pu acheter 20% moins cher, mais on voulait absolument ce deal et on voulait pas le laisser tomber. Donc je pense qu'on aurait pu faire un petit effort si on avait acheté plus, raisonné avec des chiffres plutôt que première erreur. Vous avez fait une due diligence et tout ou... En fait, non, tu fais pas de due diligence comme tel, parce que tu n'as pas le droit d'accéder au chiffre de la boîte. Parce que c'est Donc c'est très codifié un redressement judiciaire. Okay. Donc tu récupères tout ce que l'administrateur veut bien te donner. Après, tu peux poser des questions. Tu as plusieurs phases pour poser des questions. Et après, donc c'était pas un redressement, c'était une conciliation judiciaire, une phase un peu intermédiaire que pas beaucoup de gens connaissent avant un redressement, qui permet en gros de pas aller jusqu'à brader les actifs de la boîte parce que la boîte elle tourne mine de rien. Donc on a fait ce qu'on a pu comme pour avoir des infos, un max d'infos, et après on a fait une proposition en connaissance de cause. Le projet, même sur le positionnement qu'on a fait, même au prix qu'on l'a fait, ça reste un bon deal pour racheter une boîte qui fait 600 000 euros day one, tu vois. Mais c'est vrai qu'on aurait pu, et il n'y avait pas trop de concurrence qui se positionne en face, on aurait pu se positionner un peu moins cher. Maintenant, ça c'est la première erreur. La deuxième, c'est cette boîte de Pandore que tu ouvres. La différence entre quand tu rachètes une boîte et où tu négocies un exit avec le patron, avec le fondateur, et là, il n'y a plus personne day one, donc il faut qu'on a une semaine de passation pour se filer les accès au Google Drive, pour se filer les accès au back-office, toute l'approche technique, même si Cyril et ses cofondateurs ont été adorables et pendant plusieurs semaines on a pu parler, mais ils ne sont pas là dans la boîte, donc tu ne peux pas poser des questions tous les jours, peux pas... Donc on essaye de faire ce qu'on peut. Donc tu découvres une boîte de Pandore, et après, une des erreurs, c'est croire que ce que tu as fait, ça va marcher. C'est croire que ce que tu as fait ailleurs va marcher aussi bien. Donc je pense la jouer, non pas qu'on se l'ait pété, mais garder un maximum d'humilité, parce que tu sais pas ce que tu as fait, si ça va marcher. Tu peux pas répliquer aussi facilement que ça. Une boîte, c'est pas aussi facile que ça. Tu as des trucs, justement, des exemples. Des exemples, des trucs que tu as découvert plus tard, où tu dis genre... Des trucs qu'on a découvert plus tard. Ou des apprentissages, tu vois. Ouais, écoute, des trucs qu'on a découvert plus tard, un drive un peu bordélique. En vrai, je pense pas qu'il était bordélique pour eux. Comme aujourd'hui, si tu débarques dans notre drive, peut-être que dans notre serveur, tu vas le trouver un peu bordélique, mais nous, on a galéré à trouver notre chemin. Le stock, il y avait des produits qui nous disaient que ça cartonnait et qui n'ont pas très bien marché, qu'on a gardé ou qu'on a racheté en pensant que ça allait cartonner, et ça n'a pas cartonné. Il y a des imprimantes qu'on a rachetées dans le deal qu'on n'aurait jamais dû racheter parce que c'était en fin de vie, on ne savait pas trop. Donc on n'a pas pu... Il y a une imprimante qui est tombée en panne et il nous restait peut-être 6 mois de leasing dessus. Elle est tombée en panne et elle était genre réparable pour 7 500 € alors que neuve elle coûte 10 000. J'étais là, ouais bon, on va la laisser tomber, on n'a plus besoin. Donc on paye le leasing encore de 6 mois, mais on la laisse tomber, quoi. Donc j'ai une imprimante inutile à 7 000 balles dans l'entrepôt. Mais... donc ce genre de choses. Et après, des erreurs, des choses que tu penses... clairement, on pensait dupliquer notre méthode ads en se disant ouais, ça va marcher. On pensait faire de l'UGC, ça va marcher. On pensait faire des photos lifestyle. Aujourd'hui, le jour où on a changé les photos packshot au profit de photos lifestyle sur Make the Fleur, on a senti un énorme gap de conversion. On se dit on va faire la même chose sur Petit Cube. Et erreur. Après 1 an, on refait marche arrière et on fait du photo studio. Parce que le Petit Cube, c'est mignon, c'est joli, ça mérite des photos studio. Donc ton conseil, c'est quoi? C'est de repartir quasiment d'une feuille blanche sur ton... Ou de pas essayer d'appliquer ce qui fonctionne déjà dans un autre contexte sur ça? De jouer de l'humilité, de faire de l'humilité et de move fast, break things, tu vois, genre d'aller vite, de tester des choses. Si ça marche pas, tu changes très vite. Sinon, on a pris 2 ans. Alors, on a pris 2 ans parce que équipe réduite, je le regrette pas. Équipe réduite, il y avait des obstacles personnels qui nous ont empêchés d'aller plus vite, mais je regrette pas. Mais c'est vrai, si tu peux aller plus vite, c'est un gros avantage, si tu peux pivoter plus vite. T'en as déjà donné quelques-uns, mais des conseils pour des personnes qui potentiellement envisageraient un rachat. Alors vous, c'est particulier parce que du coup c'était avant, tu dis conciliation judiciaire, ça s'appelle, c'est ça? Ouais, une conciliation judiciaire, c'est quand la boîte est saine, c'est quand le projet, les actifs sont sains, mais que la boîte, par exemple, est endetté pour d'autres projets. C'était le cas de Petit Cube. Il y avait de l'endettement sur un autre projet qui n'a jamais eu lieu ou qui a eu lieu 6 mois avant la conciliation. Donc, c'était compliqué à rentabiliser.
Donc voilà, ça c'est une conciliation. Et en gros, t'achètes que des actifs, t'achètes une boîte qui fonctionne sans les dettes. Tu rachètes pas les dettes. Ok, tu rachètes pas les dettes. Et du coup, tu galères pas après, côté par réputation, mais tu as quand même des ardoises auprès de certaines marques. Ça t'arrive à bien gérer. Il y a une question de com peut-être. Ouais, il y a 2-3 marques qui ont essayé de nous. Il y a 2-3 personnes qui ont essayé pas de nous intimider, mais de nous dire voilà, vous pouvez pas payer la dette. Bah non, c'est désolé, c'est pas à nous de la payer. Il y en a vraiment 2-3, les autres ont compris. Et puis surtout. Elle passe où cette dette du coup? Alors, l'avantage l'avantage de cette due diligence qu'on n'a pas faite, mais on savait qu'il n'y avait pas beaucoup de dettes fournisseurs, il y avait beaucoup de dettes bancaires. Et la dette bancaire, bah tant pis. La somme qu'on a payée à l'administrateur est censée servir à couvrir une partie de cette dette-là, après que lui se soit payé, après que l'administration judiciaire se soit payée, quoi. Ok, intéressant. Vous êtes fait accompagner pour ça? On a fait appel à une avocate spécialisée là-dedans, ouais. Ok. Ouais. Et tu le recommandes? Je la recommande. Enfin, elle pas particulièrement, mais aussi peut-être elle. Mais déjà, je la recommande elle. Et après, je recommande, bien sûr. Ouais. Il y a des choses que je savais pas, et je recommande de se faire conseiller par un cabinet juridique. Nous, à l'époque, on l'avait pas fait. Ok. Et par exemple, une des choses qu'on a remarqué, c'est que dans notre recommandation, toutes les marques qu'on avait demandées, on s'était trompé. On avait donné le mauvais numéro d'identification de la marque avec la mauvaise marque. On avait eu un pêle-mêle et du coup, l'administrateur judiciaire nous a donné ouais, mais moi, je vous ai donné ça. C'est ce que vous avez demandé, donc je vous le donne. Mais en fait, tu l'as pas, cette marque-là. Elle n'existe pas. C'est pas possible. Donc, on a renégocié avec l'administrateur judiciaire, parce que sinon, les marques, elles allaient à la poubelle. Donc, on a renégocié avec l'administrateur judiciaire, sous conseil juridique, avec un conseiller juridique, pour essayer de récupérer les 3 marques. Et même là, on a récupéré 2 sur 3. La 3e n'avait jamais été validée par l'INPI, même si elle avait été déposée il y a 5 ans. Donc, tu vois, il y a des choses aussi où qu'on n'a jamais pu faire. Ok. C'est un modèle que tu t'envisages de répliquer? Oui et non. Oui, mais pas tout de suite. Déjà, j'ai encore envie de prouver qu'on y arrive avec Petit Cube. Enfin, tu parles de l'acquisition externe, je suppose. Mais, la croissance externe, intégrer d'autres boîtes. J'ai bien aimé la phase de redressement. J'ai bien aimé la phase de redressement. Je serais un peu moins chaud de récupérer une boîte qui marche et qui tourne, plutôt que d'aller chercher le challenge sur une boîte où il y a des difficultés. C'est quoi un peu dans les grandes lignes les 2-3 trucs que vous avez fait pour redresser les actions que tu prends day one ou sur les premiers mois quand tu reprends le bébé? En fait, déjà, je pense qu'il y a un gros travail de consolidation sur tout ce que Muc des Fleurs, tout ce que l'entité Muc des Fleurs pouvait apporter. Donc la mutualisation des achats, la mutualisation des produits, la mutualisation du back-office, mais vraiment, on est passé d'un PrestaShop qui était franchement vieillot à un Shopify ultra réactif, ultra facile à gérer. Aujourd'hui, on a un seul dev qui travaille à la fois sur Muc des Fleurs, sur le Shopify Muc des Fleurs, Shopify Petit Cube, et un gros système ERP, OMS, Backlog. Donc, c'est assez ouf là-dessus. Après, la nouveauté produit. En 6-7 ans de Petit Cube, il n'y avait eu que le Petit Cube, et quelques mois avant, ils ont commencé à sortir les affiches. Nous, en un an, là, on a sorti 3 grosses nouveautés. On a sorti une dizaine d'affiches supplémentaires personnalisables. On a sorti une carte avec des confettis. Quand tu l'ouvres, il y a des confettis partout dans la pièce. On a sorti une carte à gratter que tu viens gratter, donc ton message ou ta photo, etc. Donc, et on a dans le pipe des nouvelles idées qui arrivent très rapidement. On a juste, contrairement à Muc des Fleurs, où on est un peu en croissance, où on peut se permettre de tester des choses et que ça loupe. Sur Petit Cube, je ne m'autorise pas trop à louper les choses. Donc, on est sur une croissance steady. Il vaut mieux faire 10, 15, 20% par an que d'aller chercher de faire 100% en un an et se louper ou faire du moins 50. Tu vois. Il y a des trucs où tu as ouvert, après avoir ouvert le capot, tu t'es dit ça, il faut absolument qu'on arrête, on cut tout de suite, ou tu as des décisions un peu radicales que tu te dis qui sont vitales pour la boîte? Oui. Sur Petit Cube, en l'occurrence, il ne voulait faire que du produit Made in France. Et le problème, c'est que sur le Petit Cube, donc en upsell, tu es déjà limité par la taille du produit. Donc si en plus de ça, tu te mets à un frein et de dire « Ok, je vais faire que du Made in France », tu compliques la tâche. Donc ils avaient une 60aine de produits à intégrer dans le Petit Cube. Nous, on est monté à 120 parce que il faut être présent sur les thématiques de naissance, de amour, de fête des mères, fête des grands-mères, fête des pères, fête des grands-pères, Noël, etc., etc. Donc il fallait avoir un large spectre d'idées cadeaux qui soient petites pour entrer dans le Petit Cube et aussi qui soient dans la mesure du possible Made in France, Made in Europe. Mais c'est vrai que nous, on s'est permis de sortir de ça. Et aussi ce qu'on a fait, le temps va nous dire si on avait raison, mais on a baissé le panier moyen. Okay.
En fait, ils étaient sur les produits très premium, avec du Made in France forcément, un nœud papillon à 45 €, un rasoir de voyage à 45 €. Nous, on est parti sur des produits petits, des petits produits en termes de coût et de prix, avec des marges peut-être plus intéressantes, parce qu'il y a des produits qu'on fabrique nous-mêmes, qu'on conçoit nous-mêmes. Mais on a accepté ça. Et pareil sur la carte à gratter, aujourd'hui le petit cube c'est 14,90. Première chose qu'on a fait, c'est de monter le prix, ironiquement, de passer le 12,90 à 14,90, parce qu'à mon goût c'est la valeur perçue. Et la deuxième chose, c'est d'aller dire petit cube, c'est la petite, le nom que la baseline que avait trouvé, c'est la petite attention qui fait sensation. Ça marche trop bien. On l'a décliné sur toutes les formes, y compris pour faire des ventes des produits moins chers. Donc on vend une carte à gratter à 5,90 ou 4,90 si je dis pas de bêtises. Alors elle a le même coût qu'un petit cube ou presque. Elle a presque la même marge en termes enfin, ouais, elle a le même coût, donc le delta, c'est de la marge en moins, pardon. Mais moi, j'estime que c'est un peu comme ce que je disais sur Steve Jobs. Les gens veulent ce produit-là, ils ne savent pas qu'ils le veulent encore. Et en effet, aujourd'hui, on vend autant de cartes à gratter que de petits cubes en 3 mois après avoir sorti la carte à gratter. Intéressant. Et donc du coup, aujourd'hui, donc la distinction, donc tu dis que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez encore, d'avoir un inventaire qui est propre et une œuvre, tu dirais que c'est quoi la différence première, tu vois, entre Mieux que des fleurs et Petit Cube? Qu'est-ce qui explique justement que tu aies gardé ce nom et cette marque et cet ADN qui est assez différente, en tout cas distincte, tu vois? Je pense que... En tout cas, ou même la volonté, tu vois, à terme de... Ouais, c'est plus une question de volonté, t'as raison. Parce que depuis le début, on se dit avec Mieux que des fleurs, on n'a pas envie d'être à une Saint-Valentin près. En gros, aujourd'hui, on s'est lancé historiquement sur la Saint-Valentin. Et aujourd'hui, une mauvaise Saint-Valentin, ton année, elle est un peu dans le rouge, ou t'as un peu loupé ton année. Et donc, notre volonté, c'était d'aller chercher d'autres occasions, mais d'autres verticales ou d'autres leviers qui permettent d'éviter de louper une Saint-Valentin, ou d'éviter de louper une fête des mères, ou d'éviter de louper un Noël. Et que si tu l'as fait, c'est pas grave, il y a un autre projet qui prend le lead là-dessus. Donc, de faire un peu plus de marge. Et après, je pense que la cible n'est pas exactement la même. Et ça, on l'a senti aussi quand on a commencé à faire des croisements d'ads. Donc, on a ciblé les gens de Mieux que des fleurs avec du produit Petit Cube et les gens de produit Petit Cube avec du Mieux que des fleurs, pardon. Et on s'est vite rendu compte que ce n'était pas du tout la même cible. On est sur du 25-45 sur l'âge, mais on est sur deux catégories sociales un peu différentes. Okay. Ou en tout cas... de catégories culturelles différentes, où il y en a qui veulent le produit bien chiadé, en effet peut-être du Made in France, un peu propre, un peu produit FSC, etc., etc. Là où l'autre côté veut vraiment se faire plaisir avec le dernier truc un peu trendy, de mettre de la couleur dans son quotidien. Vraiment, Mieux que des fleurs, c'est un univers pop très coloré. Là, au Petit Cube, c'est un univers très chiadé, très propre. Okay. Je caricature en disant Petit Cube, c'est le 6e et Mieux que des fleurs, on est dans le 11e, tu vois. Ouais, je vois, ok. Ah, c'est intéressant, c'est une belle analogie pour les Parisiens, pour les Parisiens qui nous écoutent, ils comprendront. Ok, intéressant. Si ça te va, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre strat marketing, qui est un peu le dernier gros bloc que j'aimerais aborder. Strat marketing global, donc que ce soit pour Petit Cube ou Mieux que des fleurs. Donc en termes de e-com, tu dis aujourd'hui, vous faites 4 millions à l'année, plus ou moins. Panier moyen, panier moyen sur Mieux que des fleurs à 57 €, sur Petit Cube, je ne saurais pas le dire, un peu moins. 57. T'as une idée de votre taux de conv On a des bons taux de conversion qui oscillent entre 3 et 5%. Donc 3% sur des périodes creuses et qui montent à 5% sur des moments très ciblés, fête des mères, Saint-Valentin. Ouais. Dès qu'il y a un marronnier fort, on va monter à 4-5%. Plus d'intention. Plus d'intention d'achat, facilité à choper les ads. C'est quoi tes sources d'acquisition aujourd'hui, principales ? On a les très classiques. On fait un peu de SEO. Donc, on fait de la croissance sur le SEO de plus en plus et on a ambition d'en faire de plus en plus. Okay. On a Facebook Ads. On a tout Meta qui représente aujourd'hui... Google représente aujourd'hui 30% du trafic généré. Okay. Et doit représenter entre 30 et 50% des ventes. Okay. Donc on a Meta, on fait beaucoup de campagnes différentes sur Meta, on fait beaucoup de campagnes différentes, on fait du classique sur Google, plus classique sur Google. On fait un peu de TikTok Ads, okay. On fait un peu de Pinterest et TikTok, beaucoup dans les marronniers. Okay.
Et on fait de moins en moins d'affiliations. Je sais pas si je suppose que tu as suivi, mais la dernière mise à jour de Google, il y a un an, une des dernières mises à jour de Google, il y a un an, a fait beaucoup de mal aux sites éditoriaux. Et aujourd'hui, nous, il y a un an et demi, on lâchait à Noël, on pouvait lâcher 30 000 euros à des sites éditoriaux. Aujourd'hui, on leur lâche difficilement 1 000 euros parce qu'ils ont perdu beaucoup de positions bien placées sur les réseaux. Donc, on fait beaucoup moins d'affiliations. Ça représentait 1 à 2% de nos dépenses marketing. Aujourd'hui, ça représente moins de 0,1%. Ok. Donc, tu dis 30% du trafic qui est sur du paid, enfin en gros Google Meta. Yes. Si tu rajoutes TikTok, Pinterest, ça te fait quoi? C'est plus ou moins pareil. Okay. Ça va pas être... c'est assez négligeable les Meta et TikTok. Ouais. TikTok et Pinterest, pardon. Donc 30, c'est-à-dire qu'il reste 70% qui proviennent de SEO. Ouais. SEO, tu as une idée un peu de la part ou... Non, je crois que ça doit être SEO, tout ce qui est organique, natif, etc. Ça doit être autour des 20-25%. Okay. Et après, le reste, c'est l'email et le repeat. Aujourd'hui, on a encore plus de 30% du trafic qui vient de l'email. Plus de 30% en tout cas de l'achat. Je ne vais pas dire de bêtises sur le trafic, mais on a plus de 30% des achats qui vient du mail et intéressant. De la relance panier, des flows, des campagnes, de l'acquisition email, global. Ok. C'est marrant, je pensais que c'était plus... Meta. J'aurais dit que c'est plus la partie paid, mais c'est bien. Du coup, le mix est plutôt équilibré. L'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, le coût d'acquisition a flambé sur les dernières années et que tu te retrouves avec le même trafic, juste il coûte 2 fois plus cher. Ouais. Ce qui est, d'un point de vue purement PNL, et pas ouf, je te l'accorde. Mon comptable, il comprend pas pourquoi on dépense autant en Facebook. Facebook versus Google, Meta Google, c'est quoi? C'est 50-50? Ouais, pratiquement. Ok. T'en as un qui prend le lead pendant les temps forts marronniers et un autre qui va être plus conséquent sur les temps creux. Ça m'intéresse sur la partie SEO, parce que tu dis que c'est quelque chose sur lequel vous mettez beaucoup d'intensité. Vous le faites en interne, vous travaillez en externe Alors le netlinking est fait en externe, mais sur tout le reste, c'est fait en interne. Ouais. En fait, j'avais lu cette phrase-là il y a... Je sais plus dans quel panier c'était, c'était un épisode où... du panier ou autre chose, mais j'avais lu cette phrase-là qui disait « Putain, les gens mettent 30 000 balles par mois sur Facebook, mais ils sont pas prêts à mettre 1 000 euros en SEO. » Et je me dis là, ah ouais, c'est vrai. Et du coup, j'ai commencé avec un petit budget en SEO, à faire du netlinking, à payer une rédactrice pour faire des articles de blog, pour optimiser les pages collections, etc., etc. Et ça a payé. Aujourd'hui, on fait le double de trafic en SEO VS il y a 1 an. Ok. Mais on est encore loin de ce que je veux toucher. En plus, tu as des intérêts composés. Exactement, c'est tout l'intérêt de SEO. C'est que ton pixel Facebook, il retient 180 jours. Ton SEO, ça s'arrête pas, quoi. Ouais. J'ai reçu Grégory Perrin sur ce podcast qui, lui, pour le coup, est très, très, très SEO. Une grosse partie de son trafic avec un volume monstre de visiteurs mensuels. Et c'est intéressant parce qu'on a souvent le prisme, particulièrement dans les marques qu'on reçoit ici, le prisme... que je reçois ici, prisme ads, tu vois, grosse partie du trafic. Mais cool de voir que tu as aussi tout un pan, tu vois, d'aller chercher de trafic là-dessus. Donc, et la rédaction, du coup, vous faites en interne aujourd'hui? Oui, on fait en interne. On a injecté de l'IA là-dedans en plus. Ça va être ma question. Ça va être ta question. Là, je te vais venir. On a développé, en fait, comme je disais tout à l'heure, on a développé notre propre outil de prod. Ouais. Donc, c'est un ERP/OMS/WMS. En fait, on l'utilise un peu pour ce qu'on a envie. Et on l'a connecté à notre Shopify. Et aujourd'hui, on a une facilité à rédiger des articles de blog assez impressionnante. Okay. En gros, on a un prompt qui doit faire peut-être 45 lignes. Sur ChatGPT ou via ChatGPT. Okay. Via ChatGPT, mais via l'API. Okay. Via une API. Donc, nous, sur notre interface, on va dire on veut faire un article sur 10 idées cadeaux pour le foot, pour quelqu'un qui aime le foot. Okay. Et on va aller sélectionner les 10 idées dans notre Shopify. Et automatiquement, il va faire l'article avec les mots qu'il ne faut pas dire, les mots qu'il faut dire, le reformatage. En fait, notre dev, il a tout bidouillé pour que ça reformate, pour que ça ne se voit pas, que ce soit un IA qui a écrit. Et derrière, il y a aussi une brique reformatage pour Shopify, donc les bons H2, les bons H3, etc. etc. Assez bien fait, et en effet, ça commence à payer. Ça rank bien, du coup, même. Ça commence à bien ranker, ouais. Ok. Ouais. Intéressant. Nous, on a lancé, je fais une mini discrétion, mais on a lancé aussi le SEO pour Rhodes, du coup, il y a. Ok. Pour l'agence. Ouais, pour l'agence. Et du coup, on intégrait pas mal d'IA aussi dedans. Et honnêtement, alors c'est très tôt, hein, ça fait quelques semaines. Donc, tu vois, on parle de 4-5 articles qui ont été postés. Donc, c'est différent, c'est pas des pages produits, c'est plus des articles. Mais tu le sens.
Bah, tu le sens, et surtout ce que je trouve dingue, c'est que maintenant, si t'es très très bon si t'as un bon brief technique initial avec les choses à faire, ne pas faire, et globalement comment parler à Google, et que derrière t'as des bons prompts et qu'en plus t'injectes un petit peu de contenu, on arrive à sortir des trucs où ça score. Tu sais, je sais pas, tu dois connaître, mais tu as des liens pour tester versus ta concurrence sur tel mot-clé. Et on arrive à scorer au-dessus de la concurrence avec des trucs qui sont full IA, tu vois. Donc moi je repasse un peu dessus et tout, donc ça prend du temps. Mais... Moi, ça me fait rire parce que quand c'est sorti, t'as un peu les rédacteurs. Il y a des rédacteurs SEO qui se sont braqués en disant ouais, mais c'est pas un humain qui écrit, ça va se voir. Moi, ça me fait rire parce que la rédaction SEO, ça se voit que c'est pas un humain qui a écrit dans beaucoup de cas, tu vois. Donc, à un moment, c'est plus, pour moi, le bon rédacteur SEO, c'est celui qui prend effet de GPT ou de Gemini et qui dit, bah, grâce à ça, je vais rédiger mes articles en 20 minutes au lieu d'en 3 heures, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre rédactrice SEO, notre rédacteur SEO, il utilise GPT à fond, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que le métier est en train de se transformer. Ouais. Ce qui est vrai pour plein d'autres métiers. Ce qui est vrai pour plein d'autres métiers, exactement. Même pour les devs. Ok, intéressant. Qu'est-ce que tu regardes, toi, si on revient sur la partie acquisition, c'est quoi tes métriques principales que tu vas regarder C'est toi qui pilotes d'ailleurs, ça, cette partie? Aujourd'hui, c'était jusqu'à pas longtemps, jusqu'à dedans pas longtemps, c'était internalisé. On l'a confié à un freelance jusqu'en décembre et après je reprends la main. Okay. Parce que c'est notre plus gros poste de dépense aujourd'hui, clairement, à part les frais de port et encore peut-être moins plus que les frais de port. Donc du coup, il faut essayer de le contrôler le maximum possible, je pense, à mon goût, enfin en tout cas chez nous. C'est quoi à peu près en budget, ce que tu investis? 800 000 € à l'année. Ok. Donc 20% de notre TTC. Ouais, moi j'ai envie. En fait, c'est mon métier à la base. C'était mon métier à la base, donc j'ai envie de remettre mon nez dedans pour savoir où sont. Tu sais, c'est un peu le truc de remettre les mains dans le cambouis pour voir où est-ce que tu peux améliorer. Ça fait un peu contrôleur de gestion, mais c'est vrai que pendant 4 ans, c'était une personne en interne qui le faisait. Je lui faisais vachement confiance, donc tant mieux, ça a marché. Tant pis si ça flopait, je lui faisais vachement confiance. Et aujourd'hui, j'ai envie de remettre les mains dans le cambouis en me disant où est-ce que ça coince, où est-ce que ça marche pas. Quitte à, je pense, sur du moyen terme, le confier à une agence. Ok. Et du coup, tu regardes quoi, toi, pour te dire... c'est quoi tes indicateurs de pilotage Je sais pas si tu connais Lifetime.ly. Ouais, bien sûr. Moi, j'utilise Lifetime.ly tous les matins. Si... Tu as un mail automatisé. Donc, c'est une app Shopify qui doit coûter une centaine d'euros, je sais plus. Mais tous les matins, j'ai un mail avec chiffre d'affaires TTC, pourcentage de marketing dépensé, total du marketing dépensé, total de la marge, ce qu'eux appellent marge nette, mais qui en été une sorte de marge brute. Total spend, quels sont tes COGS, donc cost of goods shipped, quels sont tes frais de port, etc. Et moi, ça, c'est mon récap global. Je sais que si je dépensais plus de 20% en marketing, c'est problématique. Si je dépensais moins de 17, c'est trop bien, continuer à scaler. Si je suis entre 17 et 20, j'essaie de limiter la casse au fur et à mesure. Tu vois. Okay. Donc ça, c'est mon gros truc. Après, c'est nombre de visiteurs, nombre de taux de conversion en annuel, donc en year to year pour comparer à une période donnée. Et maintenant, en plus, je peux faire mettre le year to year avec la journée, donc same day of week, donc tu peux comparer ton mardi à ton mardi, etc. C'est assez cool. Et tu regardes cet indicateur à quelle fréquence? Tous les jours ou... Ah ouais, tous les jours. Tous les jours. Ça fait partie de la troisième étape de la boîte, tu vois. Quand tu commences à piloter une boîte, si t'as pas de dashboard, t'es dans la merde, quoi. Ouais. Donc la première chose qu'on m'a dit, j'avais fait une sorte de codir, intervention externe de la part de personnes qui m'ont aidé à construire ça et qui m'ont dit attends, mais comment tu pilotes ta boîte, t'as pas de dashboard? J'étais là, non, comme ça, tu sais. Et en fait, non, la première chose à faire, c'est mettre plein de dashboards, enfin pas plein, pas contre-productif, mais en tout cas avoir des métriques très très globales, donc très solides. Et je regarde ça tous les matins, ouais. Et donc toi, ta North Star un peu, c'est COS, donc en gros pourcentage de ton CA qui est investi en pub. Ouais, exactement. En blended, donc ouais, exactement. Tout blended CAC, blended ROS. Donc combien tu dépenses en pub vs le total du chiffre d'affaires TTC. Ok. Et du coup, ça, tu regardes sur uniquement à la journée, tu regardes au mois, tu regardes sur le premier achat, t'inclus le repeat aussi ou... J'inclus pas le repeat là-dedans parce que c'est du bonus. Ouais. Par contre, je fais à la journée et à la semaine ou à la 2 dernières semaines. Et en gros, j'ai un chiffre à pas dépasser en termes de spend.
Et je dois pas le dépasser sur plusieurs jours. Ça m'arrive de le dépasser, bien évidemment. Mais si sur une semaine j'ai dépassé, c'est problématique. Ok. Et ça, je le surveille moins en été, en mars, avril, quand j'ai pas trop de temps fort. Mais quand il y a un temps fort, c'est tous les matins, même 2 ou 3 fois par jour, pour vérifier que le spend il est en bonne voie, quoi. Et selon ça, du coup, tu prends des décisions derrière de ralentir ou accélérer sur le spend. Ouais, complètement. Ok. En comparant toujours en year to year et en pourcentage de CR par rapport à l'année dernière. Ok. Et du coup, à force, du coup, j'imagine que tu as aussi des tendances sur, tu sais plus ou moins ce que tu peux attendre sur tel temps fort, sur Exactement. telle saisonnalité. Exactement. Parce que j'imagine que ton 20%, c'est pas le même sur Saint-Valentin versus... Non, enfin oui et non. Clairement, en juillet-août, faut pas que je dépasse 12% parce que j'ai aucun intérêt à aller chercher du chiffre d'affaires très, très mauvais où il y aura pas de repeat, etc. Et parce que je vais avoir du mal. Je sais que je vais caper à 12% et que si je passe ce chiffre-là, bah, je vais pas réussir à rester à 12-13. Ça va très vite dépasser à 23 parce que je vais dépenser plus sans générer plus de ventes. Alors qu'à l'inverse, sur un Saint-Valentin, je sais que je peux aller... jusqu'au lundi, mardi, je sais que je peux aller sur un 22-21% parce que les restes du jour vont payer et qu'après ça va descendre à 12-13, tu vois. Donc j'ai des chiffres, je sais pas si c'est ça les vrais chiffres, mais en gros c'est ce que je pilote au quotidien en fonction du N-1, même en fonction du N-2 des fois. Si on parle un petit peu de méta, comme tu sais, nous on aime beaucoup méta et on a pas mal on essaie de creuser un petit peu cette partie-là avec les différentes personnes qui viennent dans ce podcast. Aujourd'hui sur méta, du coup il y a une grosse partie sur une grosse importance de la créa évidemment. C'est quoi un peu votre strat? Comment vous faites pour la production? Si tu décomposes un peu le process de production, comment vous pensez, à quel moment vous lancez une nouvelle créa? Après on passera sur la partie testing. Mais... Carrément. Écoute, sur la créa, on a commencé, on a pris conscience de ça il y a plus ou moins un an et demi, qu'on était plus dans un marché de ciblage, mais qu'on était dans un marché de créa. Et on a commencé à... Certaines marques n'ont pas encore compris, mais... Certaines marques n'ont pas encore compris. C'est problématique, non, mais c'est clair. Et on a commencé à faire des itérations très très rapides. Donc 2 semaines. Toutes les 2 semaines, on se capte à 3 ou à 4, donc les 3-4 concernés. Et on imagine les créas qui vont sortir dans 2 semaines. Et on se revoit dans 2 semaines et on analyse les créas qui ont été diffusées sur les 2 semaines qui viennent de passer pour imaginer les 2 semaines d'après. Et les créas, vous les imaginez sur base des nouveaux produits qui vont sortir ou sur les temps forts, sur un mélange de... Sur plusieurs choses. On s'envoie des créas qu'on voit à l'international, à l'étranger beaucoup. Sur les temps forts, bien sûr. On sait qu'il y a un Black Friday qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut imaginer là-dessus? En se basant sur l'historique, il y a des créas qui ont marché l'année dernière, qui marchent encore. On a des créas qui marchent depuis 6-7 ans, tu vois, et qui tournent encore, bah tant mieux. Avec des milliers de likes. On les renouvelle de temps en temps parce que tu changes ton hook un peu, mais l'ADN reste le même, tu vois. On a fait une vidéo dans un média connu, bah elle tourne toujours, tu vois. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a les métriques, clairement, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On va analyser ça sur les 2 dernières semaines, sur les 2 derniers mois, et après on va changer, on va analyser ça et on va changer ou décider d'autres directions. Et après, on fait un brainstorm à 4 en disant, voilà, il y a tel produit qui sort. Est-ce qu'on fait quelque chose d'original? Est-ce qu'on fait quelque chose qui a déjà été fait? Est-ce que... Purement, c'est aussi bête que ça. Hein. Et c'est quoi les métriques que tu regardes, principalement? Le hook rate, le CTR, donc le taux de click, le click-through rate, et aussi bêtement que ça, les ROS, tu vois, et le comparage au panier aussi. C'est assez intéressant parce que tu as des campagnes qui sont des campagnes de phishing, tu vois, qui vont chercher juste les premiers, qui vont chercher ton haut de panier, donc elles vont pas convertir de ouf. Mais par contre, elles vont faire de l'ajout au panier à 30 centimes. Bah, derrière, c'est du retargeting potentiel, tu vois. Bonne pratique, on en parlait dans un autre épisode qu'on a fait ici. Souvent, tu as un peu le truc de dire je teste une créa, je la laisse tourner un peu. Tu as des règles plus ou moins, mais nous, on dit 3-4 fois en gros ton CPA cible pour voir si ça fonctionne. Et après, tu te dis si c'est en dessous de ton ROAS break-even, globalement, tu coupes. Mais ce que tu dis, c'est aussi, nous on s'est rendu compte de ça, des fois tu coupes des créas qui en fait en les laissant un peu plus longtemps déjà peuvent mieux performer et surtout qui ont cet objectif top funnel, donc tu vois, d'alimenter un peu exactement. Exactement. Et en fait en les laissant avec d'autres créas, finalement tu vois, l'osmose globale fait que tes résultats, tes performances sont meilleures et surtout ça permet de dépenser plus aussi. Donc, Nous on fait encore des campagnes de trafic. Je sais que les gens n'aiment plus trop les campagnes de trafic. Nous on fait encore des campagnes de trafic parce que avec pas beaucoup de budget, mais ça va chercher sur des
Tu pousses quoi sur les campagnes de trafic? En termes de contenu, Ça redirige vers les pages produits classiques? ça redirige vers les pages produits classiques Ok. ou vers des pages collections, si c'est des occasions type Noël, etc. Ok. Mais oui, clairement. Et je pense que ça te fait ton top of funnel. Il y a des strats qui se faisaient pas mal, notamment pour Black Friday, où c'est de pousser, si tu as des top articles de blog qui fonctionnent bien, de les pousser en trafic. Ok. Et du coup, ça te coûte pas très cher, donc tu génères énormément de trafic, mais du coup, du trafic qualifié sur des articles qui marchent, enfin, tu vois, qui touchent à ton produit, et derrière, tu les retargetes pour Écoute, on l'a pas fait. ça me Là, pop comme ça, mais là, ce qu'on est en train de tester, c'est de la génération de leads. Ouais. C'est quelque chose qu'on avait fait l'année dernière et je pense qu'on l'avait un peu mal fait. Et donc là, on réessaye de la génération de leads sur du mail qui va directement dans un flow Klaviyo Ok. avec des idées de produits sur les 100 jours avant Noël ou ce genre de choses. Ok, intéressant. Et je reviens aussi là-dessus, mais on a dit qu'on n'était plus dans un tunnel, dans un business de ciblage. Et ça, je suis pas à 100% d'accord. C'est-à-dire que je suis assez d'accord pour dire qu'on est dans un milieu qui est largement pris en charge par... qui est largement dépendant de la créa. Mais on a aussi du ciblage qui peut être intéressant, géographique, d'aller chercher de la géographie, de dire Mieux que des fleurs à dispo à Lyon, alors qu'on vend depuis 10 ans à Lyon, tu vois, mais de dire Mieux que des fleurs à dispo à Lyon, c'est aussi une façon de faire de la campagne un peu, de faire du ciblage et d'aller chercher des trucs de niche. Tu vois, je pense que le bonbon le fait très bien sur leur thématique, tu vois, ce genre de choses. Ton équipe marketing, du coup, c'est structuré un peu comment? Tu as des personnes... Ouais, moi. Là, je rigole. On a une personne en externe, en free pour nous, qui a été salarié chez nous avant et qui est en train de se lancer. Donc, on l'aide un peu à se lancer. Et après, c'est moi et Jade qui est à la communication plus globale. Okay. Et donc, qui gère tout l'organique et qui gère la création des ads aussi. Okay. Et après, on a une personne dédiée aussi à la création des newsletters. C'est une ancienne salariée aussi qui s'est mise à son compte et qui nous a demandé non, avec qui on a fité naturellement parce que ça a fait du très bon boulot. Donc, on lui a proposé de continuer à faire nos newsletters. Et ce qui est cool, le fait que ce soit une ancienne salariée, c'est qu'elle est quasiment autonome. Elle sait un peu ce qu'on doit faire. On a 2-3 points dans le mois, mais c'est assez fluide, ouais. Et tout ce qui est tournage du coup de créa vidéo, ça c'est vous le faites en interne aussi. Ouais. Ok. À part 2-3 campagnes de contenu UGC et encore j'en reviens. J'ai testé Arcades, là je sais pas si tu as testé Arcades. Ouais, Arcades, c'est assez flagrant ce qu'ils arrivent à faire. On utilise pas mal. Ouais, c'est ouf, c'est impressionnant. Ouais, et en plus ça va je crois qu'il y a aujourd'hui on parlait de Sora 2, je crois, un truc comme ça où tu as de plus en plus d'updates. Je pense que ça ne va aller que en s'améliorant la qualité des vidéos. Ouais, j'ai vu du Sora là, j'ai vu du VO, j'ai testé du VO. Et c'est impressionnant. Ouais. Enfin, tu vois, nous, on est en train de mettre une vidéo sur chaque photo, sur chaque fiche produit. Maintenant. Ouais. Pour le SEO, c'est important. Avec VO, tu crées ta vidéo, tu crées 15 vidéos en même temps, quoi. Ouais. Moi, on regarde de près. Parce qu'il je pense que ça va très très vite et surtout, je pense que il y a même pas 6 mois, tu vois, on était sur la vidéo, c'était très très moche sur l'IA et tout. Mais le statique, ça marchait déjà. Nous, on arrivait à outperform des ads statiques faites par des designers. On a des designers en interne avec de la créa. Donc, c'est quand même pensé par des designers. Mais ça avait des meilleurs perfs, tu vois. Alors qu'il n'y avait eu aucune production manuelle dessus, tu vois. Et on se disait, il y a un moment où ça va arriver sur la vidéo et je pense que on y est. Enfin, en tout cas, on rentre dedans, quoi, tu vois. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. Quand j'ai chopé Arcades et que je l'ai filé, que j'ai envoyé à Jade sur Slack, je dis, imagine ce qu'on voyait il y a 6 mois et ce qu'on voyait il y a 1 an. Donc imagine dans 6 mois comment ça va être. Donc, soit tu prends le train, soit on est mort, quoi. Grosse, jolie croissance Arcades d'ailleurs. Ouais. Intéressant. Du coup, toi, sur quoi tu mets un peu le focus de tes équipes en ce moment, pour la partie market? Tobias Lutz, je sais pas si tu vois qui c'est le fondateur de Shopify, le CEO de Shopify, a dit aux équipes on gèle les recrutements. Donc quand il y a eu la crise il y a un peu plus d'1 an, il a dit on gèle les recrutements et prouvez-moi que la personne que vous souhaitez recruter, que ce que vous recrutez, on peut pas faire 80% de son boulot avec de l'IA. Et moi je suis un gros client de 80%. Donc done is better than perfect. Il vaut mieux faire 80% que 100% et en plus de temps. Donc moi j'ai cette ligne directrice là-dessus avec l'équipe. C'est faisons vite plutôt que de faire faisons vite et bien plutôt que de faire lentement et très bien. Je préfère faire le minimum syndical, que ça marche, de tester, d'aller chercher, de jeter la canne à pêche et de voir si ça marche avant de mettre plus d'énergie là-dessus.
Donc, le focus il est là-dessus. Délivrer un max de choses, délivrer autant qu'on peut. Je sais qu'il y a des enjeux de délivrer de la qualité. Donc, surtout de plus en plus, quand t'es gros, t'es surveillé. Mais il faut, enfin, non pas qu'on soit très gros, mais quand tu commences à être surveillé, il faut délivrer de la qualité. Mais ouais, le focus il est là-dessus, délivrer. Tu disais que tu avais 40% de ton CA qui provenait du CRM 30-35. 30-35 Ouais, okay. 30-35, ouais. C'est quoi qu'est-ce que vous faites globalement sur ça? On fait une newsletter toutes les semaines sur Make des Fleurs. Ouais. Et on accélère aux périodes temps fort. Donc là, en ce moment, il y en a 3 par exemple sur la semaine. Je pense c'est la fête des papis cette semaine quand on enregistre. À Noël, ça va être un peu plus intense. À la Saint-Valentin, fête des mères, ça va être un peu plus intense. On fait des newsletters très stylés. Je vous invite à vous abonner à nos newsletters. Franchement, elles sont trop stylées. Et après, on fait un petit peu de SMS, très très rarement. Okay. Vraiment quand il y a des gros temps forts. Et on a des automations. On a 5-6 flows qui performent plutôt bien. Donc de l'abandon view, de l'abandon cart, du welcome, du thank you, un petit flow sunset pour essayer de convertir les gens. On a des flows un peu spécifiques à nous, des back in stock ou des anniversaires. Quand tu t'inscris, on te demande la date de tes 3 meilleurs potes. Et une semaine avant leur anniversaire, on va te dire hey, peut-être penser à Étienne, son anniversaire dans une semaine. C'est pas mal ça. Ouais. Mes potes sont visiblement pas inscrits parce que je reçois pas beaucoup de... voilà, après, on est sur nos automations, donc on essaie d'être vachement dans un côté un peu storytelling, tu vois. Ouais, okay. On n'est pas du tout on est très peu dans la vente. On est à fond sur le storytelling. On raconte une histoire. Quand tu t'inscris à notre newsletter, on va te raconter 3 histoires sur 3 semaines différentes. Ou comment est née l'idée du puzzle personnalisé, comment est née l'idée de Make des Fleurs globalement, etc. Ok, trop cool. J'irai jeter un coup d'œil. On a parlé aussi rapidement tout à l'heure, ça m'intéresse, de la saisonnalité. Tu disais qu'en gros, si vous voulez pas être justement dans une dynamique où si tu foires ta Saint-Valentin, globalement ton année est un peu dans le rouge. Comment vous faites ? C'est quoi un peu la strat sur ça pour éviter d'être dépendant de la saison et ce qui touche du coup ton business, mais aussi tout un tas d'autres business. Je pense aux fleurs, typiquement. Ouais, clairement. Je connais pas mal de personnes qui sont dans ce secteur-là, et tu vois, Saint-Valentin, c'est le truc à pas louper. Comment tu fais pour justement t'affranchir un peu de ça et avoir quelque chose de plus flat, tu vois ? Historiquement, on s'est lancé sur la boxe ballon et on s'est lancé à 15 jours de la Saint-Valentin. Donc historiquement, on était très gros à la Saint-Valentin. Encore aujourd'hui, c'est une de nos 15 jours les plus intenses dans l'année. À cela s'ajoute la fête des mères. Et en fait, la façon d'être indépendant, de ne plus être dépendant des fêtes, c'est d'être dépendant de toutes les fêtes. Parce que les fêtes, il y en a toute l'année. Donc nous, du 15 novembre, donc dès que le Black Friday commence, jusqu'à juin, on a 7 ou 8 gros temps forts, tu vois, Black Friday, Noël, Saint-Valentin, fête des mères, fête des grands-mères, fête des pères. On est très actif sur cette période-là. Donc au final, on est très peu dépendant. Tout le monde me dit, t'es dans le cadeau, tu dois faire 60% de ton chiffre d'affaires à Noël. Pas du tout. On fait 30-30-30, assez flat sur les 3 trimestres, les 3 gros trimestres. On est un peu plus calme l'été, tu vois. Mais c'est pas grave, ça laisse le temps à l'équipe de se reposer, d'être reboosté pour les 9 mois qui arrivent. Donc ça, c'est la première chose. Et après, c'est aussi d'être présent sur toutes les occasions annuelles qui sont indépendantes des fêtes. Donc concrètement, on parlait de remonte morale. C'est une catégorie qui est en train de prendre de l'ampleur chez nous parce que toute l'année, tu as des gens qui sont pas au top, qui sont un peu malades, qui se font plaquer par leur mec ou leur meuf, qui ont un petit coup dur et qui ont besoin d'avoir ce petit remonte morale. Toute l'année, tu as des gens qui tombent amoureux, donc l'opposé. Toute l'année, tu as des gens qui fêtent leur anniversaire. Notre idée, c'est d'être là, vraiment à toutes les occasions où tu as besoin de dire à quelqu'un une émotion, que ce soit merci, je t'aime, etc. Et après, la deuxième chose, c'est la verticale du produit, c'est-à-dire que, en effet, on est très présent sur Noël ou Saint-Valentin, fête des mères, mais on est aussi très présent si tu veux faire un cadeau ou t'offrir quelque chose sur le foot, que tu veux quelque chose t'offrir sur le jardinage, etc. Donc, c'est intéressant parce que je vois dans tout ce que tu partages, je vois beaucoup de diversification. Je trouve ça intéressant, autant sur la répartition de ton chiffre. T'es pas dépendant d'un gros pic saisonnier, la répartition de ton chiffre au sein de tes produits. T'as pas un seul produit, t'as le ballon historiquement, mais t'as quand même plusieurs produits. Et la répartition de ton
mix de trafic ou si tu as plusieurs sources d'acquisition, c'est cool de voir que tu n'as pas une grosse dépendance, tu vois, à un seul product hero et qui peut être aussi une strat qu'on voit beaucoup en te disant je vais tout miser sur un truc, je vais faire full méta, je vais y aller, je vais creuser le truc, tu vois. T'as peut-être moins de risques du coup que le truc flanche, tu vois. Bah, c'était clairement la volonté de se dire, quand on a lancé la box ballon en 2015, on avait moins par exemple un enjeu écologique. Et aujourd'hui, bah forcément, il y a des gens qui sont très sensibles à ça et qui n'ont pas envie d'offrir un ballon, même si on fait beaucoup d'efforts, que c'est un ballon réutilisable, que c'est du carton recyclé, recyclable, bah, il y a des gens qui n'ont pas envie. Donc aujourd'hui, depuis 4 ans, tu vois, on est plus ou moins flat. On fait une croissance très très contenue. Alors déjà, de 1, dans un milieu où beaucoup de gens vont mal, où beaucoup de e-com sont en décroissance, j'estime que c'est déjà faire de la croissance d'être flat. Mais en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que la croissance, les verticales chez nous ont beaucoup évolué. Donc la box ballon, je t'ai dit, en 2020, on fait 3 millions d'euros que sur la box ballon ou presque que sur la box ballon. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc cette sorte, le renouveau produit fait que bah, tu fais de la croissance sur certains secteurs. Quand on a sorti le puzzle personnalisé, ça a cartonné, etc. etc. J'ai oublié la question. Mais non, c'était pas une question, c'était plus un commentaire. Clairement, on est de moins en moins dépendant d'un seul secteur. C'était aussi notre volonté, par exemple, sur le rachat de Petit Cube, d'être moins dépendant de Mieux que des fleurs et de se dire demain, si on arrive à monter Petit Cube à 1 million d'euros, bah, si on a un coup dur sur Mieux que des fleurs, on peut switcher une partie de l'équipe sur Petit Cube, etc. etc. C'est quoi tes grands enjeux sur les 3-5 années à venir ? Moi j'aime bien dire l'équipe parce que j'ai une équipe qui est au top. Franchement là j'ai une équipe qui est ultra motivée, qui est motivante, qui me donne envie de me réveiller le matin, tu vois. On s'entend bien, enfin il y a un gros enjeu là-dessus, il y a un gros truc là-dessus. Une équipe qui fait des super miniatures de toi. Ouais, je vous invite à aller voir notre compte Insta, franchement on s'éclate bien, on rigole bien. Non, franchement, moi j'ai pas l'impression d'aller au boulot le matin. Donc déjà mon premier enjeu c'est celui-ci, de continuer à ne pas aller au boulot le matin, quoi. Quand je me réveille, je bosse parce que ça me fait kiffer, quoi. Et j'ai connu des périodes où t'as pas envie d'aller au boulot, donc je sais ce que c'est. D'un point de vue business, nous on a envie de faire ça je te dis, ça fait 3-4 ans qu'on est assez flat dans un monde en crise. Donc c'est plutôt bien d'être flat dans un monde en crise, mais ça ne suffit pas. On a envie d'être un peu moins dépendant ce que je disais, d'une Saint-Valentin ou d'une fête des mères loupée, tu vois. Et on va y arriver entre autres par la diversification. Encore une fois. En fait, tu disais de diversification, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on est moins dépendant d'un Meta ou d'un Google ou d'un... Mais on est aussi... mais l'inconvénient là-dessus, c'est que tu dois multiplier les forces de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est 9, dont 3 en log, si on était 15, il y aurait de quoi faire, il y aurait du boulot pour 15 personnes, tu vois. Ouais, aujourd'hui, on n'est pas présent sur le marketplace, on fait très peu de B2B, on n'a pas de force commerciale en B2B. Les marques propres, on peut accélérer là-dessus et faire plus de choses. La log, on peut optimiser, faire plus de choses. On a fait au final, même si on fait du produit personnalisé, on en fait peu par rapport à d'autres. On n'a pas de créa en interne, donc on pourrait aller chercher plus de choses. Notre axe, sur horizon à 3 à 5 ans, c'est faire de la croissance sur le produit. On a envie de rajouter plein d'autres produits. Un des challenges là, sur les 3 à 6 mois à venir, c'est de doubler le catalogue produit. Sans perdre l'âme de Mieux que des fleurs. Donc c'est facile de trouver 5 idées cadeaux par semaine. C'est plus difficile d'en trouver 25. Et ensuite, c'est sans perdre l'équipe. Sans perdre la dynamique de l'équipe, la dynamique de la boîte dans laquelle on est. Et tu parlais un peu de marketplace, B2B, international. Tu as des axes sur lesquels vous allez aller ou tu te poses la question? Yes. Écoute, je pense que l'inter, on n'y est pas encore. On a essayé. On s'est posé la question il y a 1 an où est-ce qu'on voulait aller. Et les 3 gros trucs qui sont sortis, c'est en effet marketplace, B2B, inter. Le B2B, on a un truc à creuser. L'international, c'est plus compliqué. Je pense qu'on doit attendre encore, je caricature en disant dans 3 millions. Mais quand on sera un peu plus solide sur nos reins en France, on ira là-dessus. Le B2B, c'est un marché qui est très fragmenté aussi. T'as pas de winner takes all. Il y a plein d'acteurs qui font 2, 3, 4, 5, 6 millions. Je pense qu'on peut aller chercher un petit peu de là-dessus. Aujourd'hui, sans rien faire, on fait 200 ou 250 000 euros. Okay. En faisant un peu, on peut aller chercher, je pense, 3 ou 4 fois ce volume-là. Et enfin, le produit, moi, je suis convaincu. Alors, le marketplace, on aimerait bien y aller, mais il faut le faire de façon intelligente. C'est une grosse brique. On parlait de 2-3 personnes qui sont dans l'e-commerce et qui font beaucoup de marketplace.
le retour principal, c'est ne fais pas de Amazon tant que tu n'es pas prêt à faire du Amazon. Et je pense que ne fais pas du Amazon comme tu fais du Shopify. Tu peux pas faire semblant, tu peux pas essayer. Il faut y aller à fond ou pas. Donc pour l'instant, on n'y va pas. Mais le focus, il est produit. Okay. Un conseil que tu donnerais à une marque gift, cadeau, qui veut se lancer N'y allez pas. Il y a déjà mieux que des fleurs. Ça sert à rien. Non, ce qui est ironique, c'est qu'on voit plein de concurrents qui pop. À chaque fois que je fais un podcast, je vois 10 concurrents qui sortent parce que je parle de box ballon avec 80% de marge. Et dans les 6 mois après, ils arrêtent parce qu'ils se rendent compte de combien c'est difficile et qu'on n'est plus en 2015-2016 où tout est organique. Mais un conseil pour une marque qui veut se lancer dans le gift, essayez d'être différenciant. Franchement, nous, on a compris que notre moteur, c'était la créativité. C'est-à-dire que on n'a pas... en face de nous, ils ont des entrepôts plus grands, ils ont des ressources plus grandes, ils ont de la trésor plus forte, ils ont des équipes plus fortes, peut-être qu'ils ont plus de stock, d'emplacement. Ce qu'ils n'ont pas, ou ce sur quoi on est à égalité, c'est la créativité. C'est-à-dire que chez eux, et chez moi, on peut imaginer la même chose. Il faut y aller à fond là-dessus. Et donc, nous, aujourd'hui, on pousse vraiment le côté création de produits, création de concepts, création de contenu organique. C'est sur ça, notre focus, il doit être là-dessus. Je pense que c'est là où tu fais la différence. Et en effet, les seuls concurrents qu'aujourd'hui, on voit, les petits en plus petits que nous, et qu'on voit sortir et qui nous font peur, c'est ceux qui arrivent à faire de la création et qui sont plus originaux qui arrivent à nous concurrencer là-dessus. Parce qu'en effet, plus petit, tu vas avoir du mal à nous concurrencer, comme nous, on a du mal à concurrencer Nature et Découverte sur les moyens techniques. Donc, la création. J'ai 2 dernières questions à te poser, et ensuite on pourra clôturer l'épisode. Est-ce que tu as une ressource ou une personne que tu suis à partager? Podcast, newsletter, livre, du contenu, quelque chose qui peut être intéressant? Je t'en donne 2. J'aime bien, je disais toujours ça, Getting Real de Jason Fried. Jason Fried, c'est le fondateur de Basecamp, qui, je ne sais pas si c'est toujours actif, je ne l'utilise plus trop moi. C'est du SEO, non? Basecamp, c'était une plateforme de gestion de projet. Ah, ok. Pardon, je confonds. Et Jason Fried, il a lancé, il a fait plein de TED Talks. Et il a fait ce livre-là qui s'appelle Getting Real, qui est facile à lire, c'est de l'anglais, mais qui est facile à lire, sur comment lancer ton projet de 1 à 0. Comment partir de 0 à 1 assez rapidement, pardon. Et c'est super intéressant. Il a un focus orienté web app, mais il est facilement déclinable sur tout. Et franchement, moi, c'est ce que ça m'a changé un peu ma vision de la chose, de dire move fast, break things, tu vas vite et tu vois si ça marche pas, tu testes. Et après, plus intéressant, plus corporate, plus société, qui me correspond à là où je suis en ce moment, je trouve, c'est de la stratégie en entreprise. Je sais pas le nom de l'auteur, c'est mon pote David, qui j'envoie un petit shout-out. David qui m'a conseillé ce livre-là, et qui est un peu sur comment tu structures ta boîte, quel est l'intérêt de quel pourcentage de bénéfices tu remets dans la création, quel pourcentage de bénéfices tu remets dans le développement, où est-ce que tu t'arrêtes, où est-ce que tu vas. Assez intéressant, je suis en plein dedans là en ce moment. Donc, de la stratégie à l'entreprise. Ça s'appelle De la stratégie à l'entreprise. Ok. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Joseph? On peut me retrouver sur LinkedIn ou sur Insta. Sur LinkedIn, /Joseph Ayoub, je crois que ça doit être ça, /Joseph-Ayoub. Sur Instagram, /Joseph Ayoub. Parfait. Ouais. Eh ben, écoute, j'essaie de poster du contenu pas trop débile. Je parle un peu de Shopify, dont je suis un gros porte-parole. Officieux, bien sûr. Et après, je parle de e-commerce, je parle de la vie de papa, je parle du monde du cadeau. Donc, trop bien. Eh bien, écoute, on mettra tous les liens dans la description. Merci beaucoup pour cet échange. On a fait 1h30 au final, tu vois. Trop bien. Ça passe vite, mais c'était vraiment très cool. J'espère que c'était intéressant. Yes, merci à toi. Riche en enseignements. Bien évidemment, si vous avez apprécié le podcast, mettez un maximum de likes et de commentaires. Et puis, Joseph, du coup, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Merci. Toi aussi. Merci, c'est gentil. Question très intéressante. Je te dis à très vite. À bientôt. Salut, ciao. Ciao. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.